840. Cette semaine, Predator vs. Wolverine. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble est très important. Oui, l'ensemble, ben oui. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont bons à ce qu'ils font, mais ce qu'ils font n'est pas toujours bon. Je vous le présente à l'instant. Le premier, sa vie, est une Infinity Clone Saga d'Onslaught qui se déroule dans l'ère d'Apocalypse. Simon Chénier est avec nous. Ça va mal, mon affaire. Ouais, c'est pas une bonne journée. Hein? Non. C'est pas une bonne période de ta vie. Non. Simon, c'est juste toi et moi cette semaine. Mais on va être rejoints par Laurent Boutin tantôt. Inquiétez-vous pas, c'est pas juste nous autres. Mais Laurent va être à la maison aujourd'hui. On se posait des questions. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est malade? On sait pas. Il a calé tantôt qu'il allait être chez lui. Oui. T'as pas eu de nouvelles, toi? Il t'a pas dit? Non. T'étais braqué à chez plein de BD ou quelque chose comme ça? Non, d'après moi, il est juste fatigué. Il est juste fatigué. Je comprends. Ça arrive. On n'est pas des robots. Là. On est tous fatigués. On est un petit peu fatigués. On est vieux. On est rendu vieux. Oui, pour vrai. Je peux te dire une affaire? Moins d'énergie, là. Il y a 2 semaines de ça, je parlais à ma collègue qui est dans la mi-vingtaine et j'ai fait une référence à Robocop puis j'ai vu comme l'expression sur son visage. J'ai fait comme, tu sais pas c'est quoi Robocop, hein? Elle dit non. Puis je me suis vraiment senti comme un vieux monsieur. Ah, wow. Ouais. On est rendu là. On est rendu là. Avant que je l'oublie, pour être certain de le mettre dans la tête des gens encore pendant une semaine. Cerveza cristal. Cerveza cristal. You're welcome, Internet. Oui, je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit cette semaine sur le Discord pour me dire qu'il y avait ça dans la tête toute la semaine après avoir écouté l'épisode de la semaine passée avec notre amie Charlotte qui, je vous rassure, va revenir. Merci pour les gens qui nous ont écrit pour nous dire que vous l'avez apprécié sa présence. J'ai passé les commentaires. J'ai aimé ça, oui. Oui, c'est ça. J'étais pas là, mais j'ai aimé ça. Ça fait différent. Puis éventuellement, les deux, vous allez être ensemble dans un épisode. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on commence? Moi, je voulais juste dire qu'à cause de ça, avant mon rendez-vous chez ma psy, qui est en virtuel cette semaine, j'attendais, tu sais, qu'elle se connecte. Puis là, à un moment donné, j'ai salvé ça cristal. Fait que là, tout le long que j'attendais, j'avais ça dans la tête. Puis je n'ai pas parlé. Tu t'en as pas parlé à ta psy? Non, j'aurais aimé ça. Mais j'ai une grosse déception. Je suis pas sûr qu'elle ça aurait été long. Expliquer les réflexions, envoyer un lien YouTube. Ouais, tu sais, il a fallu que j'explique c'est quoi le podcast. OK. Tu sais, je pense qu'elle savait un peu, mais peut-être qu'elle voulait me faire parler. Oui, c'est peut-être ça. C'est un lien de confiance. Comment tu trouves ça, toi, à distance avec un psy? Ah, ça va. C'est rendu standard, mais ma psy ne fait plus de rencontres en présentiel. Là. C'est comme rendu du café. Puis au début, je pense que je trouvais ça weird. Moi, je pense que ça va. Ouais. C'est correct. En plus, j'ai pas besoin de me déplacer. Fait que... Ouais, mais là, je fais ce que tu fais pour le show. Je me cache. Parce que, tu sais, c'est sur Zoom. Puis là, il y a elle, puis il y a moi. Désolé, les auditeurs, j'ai accroché mon micro. C'est correct. Mais, fait que là, je me cache pour juste parler à elle. Parce que sinon, je vois moi qui est en train de dealer avec mes shit, mais en miroir. Fait que tu deals avec tes shit, puis en même temps, tu te regardes dealer avec tes shit. Là, ça crée comme une infinité. Ça fait beaucoup d'affaires. Ouais, c'est compliqué. T'as-tu le petit truc du carton comme moi, puis tu te caches la face? Non, en fait, je l'agrandis sur mon autre écran, puis là, mon autre écran, il y a comme les courriels qui sont là. OK, mais tu ne dois pas comme dealer avec tes shit en parallèle. Non. Tu ne dois pas de côté dealer avec tes shit. Non, je me vois pas. Ouais, c'est ça. Il faut que vous fassiez ça, messieurs, dames, parce que sinon, vous allez devenir fou. Je le fais aussi à job, puis le monde est comme, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 4 ans que je me vois, là. Je suis plus capable. C'est correct. Ouais. On va arrêter ça là. Quoi d'autre? Oui, c'est ça, Laurent, je l'ai mentionné. J'ai un message vocal SpeakPipe, mais la personne a demandé que Laurent soit là pour la faire jouer. Donc, on va attendre. Veux-tu commencer cette semaine, Simon? Je peux commencer si tu veux, mais j'ai pas de sortie Blu-ray encore. Non, qu'est-ce qui se passe? Tu changes tes habitudes tranquillement? Il y a ça. Il y a aussi que j'ai pas d'argent pour les acheter. Ouais, ça, c'est une autre affaire. J'attends une augmentation, là. OK, je comprends. Attends, on va passer dans le petit jingle. Et voilà. Gene.
Gene. Justement, je vais parler des X-Men. Oui, je me doutais que tu allais parler des X-Men. Ben oui, je vais parler de ça parce qu'il y a une grosse nouvelle qui est sortie de South by Southwest. Il y avait une conférence. Ça a l'air qu'il y a des conférences de comic book. Chris, il faut qu'on aille une fois à South by Southwest. Ça a l'air d'être pour moi, c'était juste un festival de musique, mais là, à cette heure, c'est un festival de films. Technologie aussi. Ouais. Il y a la ville au complet, Austin au complet est transformée pour l'espace de quelques jours. Ça a l'air débile. Puis là, il y a des comic books. Come on, man. Ben malade. Oui. Puis là, c'est là qu'ils ont annoncé qu'est-ce qui va se passer après Krakoa. Ben oui, qu'est-ce qui va se passer après Krakoa? Ben, il va y avoir quelques séries qui ont été confirmées. Il y en a au moins 3 qui vont être les titres principaux. Le core. Donc, je pense que ça va être des ongoing. Il y en a un que c'est juste X-Men, qui va être écrit par Jed McKay et dessiné par Ryan Stegman. Jed McKay qui a écrit Moon Knight pendant longtemps, puis là, il est sur Avengers. OK. J'ai commencé la run, c'est bien. Oui, c'est celle qui suit celle de Jason Aaron. Ouais. C'est moins wacky, mais c'est intéressant. J'ai commandé le trade. Je pense que le premier m'attend chez Comic Hunter. Okay. Mais j'ai pas lu encore. Puis, je pense que une des raisons que c'était pas vraiment écrit dans l'article, mais j'ai vu ça ailleurs, là, c'est que c'est pas pour rien que Jed McKay il écrit les X-Men. Parce qu'il va y avoir comme, je pense, des liens avec les Avengers. Surtout que présentement, je pense que dans soit le nouveau numéro ou les prochains, les numéros des X-Men, de Avengers vont parler de Fall of X. OK, les répercussions de la Ouais, c'est ça. Les Avengers vont enfin faire quelque chose contre Orcus, les gros bads de l'ère Krakoa. Un autre... attends. Ouais, je vais nommer les 3, puis après, je vais nommer de quoi ça va parler. Ouais. Donc, Uncanny X-Men, qui va être par Gail Simone. Ça, c'est cool. Gail Simone est rendu chez Marvel. J'avais même pas porté attention. Ouais, c'est cool. Super autrice. Aussi, ça va être dessiné par David Marquez, qui est excellent. Et Exceptional X-Men, qui va être écrit par Eve E. Ewing et qui n'a pas de lien avec Al Ewing. OK, fait qu'il y a 2 Ewing maintenant. Oui, il y a 2 Ewing et dessiné par Carmen Carnero. Et là... Mais oui, dans le monde est Carmen Carnero. Ben, sur Exceptional X-Men. Donc, c'est ça, les trois séries vont... vont explorer différents thèmes séparés parce que dans X-Men ils vont avoir une base en Alaska. OK, ils ne retournent pas à la X-Mansion pour non, ce que le preview il y a comme un trailer qui est sorti puis ce qu'on voit là-dedans, il y a comme quelque chose qui se passe à la Mansion, mais ce que j'ai compris, c'est que la Mansion va être transformée en genre de prison. Ah oui. Puis dedans, il va y avoir quelque chose. Mais transformé en prison par les X-Men ou par une autre organisation? Par une autre organisation. OK. Donc, c'est ça. Et donc, pour la série X-Men, ça va se passer en Alaska. Ben, en tout cas, leur base va être en Alaska. Dans le team, il y a au moins Cyclops Beast. Ça a l'air que... Il est revenu. Sous forme de moins méchant, je ne sais pas. Magneto, je le dis demain. Psylocke, Kid Omega, Temper, qui s'appelait avant Oya, Magic et Juggernaut. Donc, pour les gens qui étaient tristes de ne pas voir Juggernaut dans les X-Men suite au Hellfire Gala, le dernier Hellfire Gala, ben là, il est dans un team. Attends, il n'y a pas de Professor X, pas de Jean Grey, pas de... Attends, j'ai pas terminé. Il y a d'autres titres, c'est ça. Et là, là-dedans, ben, il n'y a pas tant de détails là-dessus. L'autre série, Uncanny X-Men, là, c'est un team qui va être basé en Nouvelle-Orléans. OK. Attends. Il y a Gambit. Oui, il y a Gambit. Il y a Rogue, il y a Nightcrawler, Jubilee et Wolverine. Wolverine papa. Oui. Wolverine papa? Ben, c'est parce qu'il faut les différencier maintenant parce que Laura est maintenant Wolverine aussi. Oui. Fait OK. j'ai juste Papa Wolverine. Puis t'as clone, fille Wolverine. Ouais, c'est ça. Puis t'as les autres. Non, un autre. Ouais. Puis il n'y a pas tant d'autres détails. Et Exceptional X-Men, là, ça va être Kate Pryde qui s'en va à Chicago et qui veut comme se retirer un peu
la vie d'être... C'est tourmenté. Semaine, ça a pas l'air facile. Pas l'air très stable. Mais finalement, elle va aider un trio de nouveaux mutants. 3 qui s'appellent Bronze, Axo et Melee. Et on verra. Et il va y avoir aussi Emma Frost qui va être là. Et aussi, ils ont pas donné de détails là-dessus, mais tu avais les petits logos pour te dire qu'il va y avoir ces séries-là aussi. Il y a X-Factor, X-Force, Wolverine, of course. Mais là, il va y avoir une autre série Storm. Et une série Phoenix. Mais quel Phoenix? Le Phoenix de... On le sait pas. Ah, OK. Parce que c'était Rachel Summer. Il y a Rachel. Grey. Ouais. Puis aussi, le Phoenix Force, il était chez Echo dans les Avengers. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Je sais pas. Est-ce que Hope Summer va avoir... Elle est encore là, elle. C'est vrai. J'oublie tout le temps qu'elle est là. Il y a une autre série qui est Nyx, ou... NYX, il y a déjà eu un titre qui s'appelait de même, mais là, j'ai aucune idée si ça rapporte. C'était les 90s, ça fait très 90s comme titre. Je pense que c'était plus 2000. Ah, oui. Mais en tout cas, on verra. Je suis pas rendu là, moi, dans ma lecture. Tu t'en viens tranquillement, par contre. Ouais. Puis, juste pour vous dire, il va y avoir un genre de preview dans le Free Comic Book Day. Il va y avoir un numéro des X-Men, puis ça va être Gail Simone qui va l'écrire. Et vu que c'est la fin Krakoa, il y a un dernier numéro qu'il va avoir, qui va comme closer la patente. C'est X-Men 35, mais aussi Uncanny 700. Oui, parce que c'est le même. Oui, c'est ça. C'est comme le Legacy. Ils appellent ça le Legacy number. Ouais, je sais pas trop. Ouais, c'est ça. Donc, on arrive à 700. Fait que, ça tombe bien. Peut-être pour l'expliquer aux gens à la maison qui ne savent pas, c'est qu'ils continuent à compter quand même le nombre de numéros où est-ce qu'ils sont rendus, même quand ils font la refonte de la série puis ils repartent au numéro 1. C'est peut-être le numéro 30, mais la réalité, c'est que c'est le numéro genre 700 cubes. C'est ça. C'est qu'après que Uncanny X-Men ait fini puis que là, Krakoa a commencé, ils ont pris le titre que Jonathan Hickman faisait, X-Men. Ils ont continué là-dedans. Puis là, après, c'est Jerry Duggan qui a continué. Parce qu'il y a eu un genre de... Ça a recommencé encore. Ouais, c'est ça. Puis là... Tout ça pour aider le monde. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment pas important. Là. Mais ça va être un gros numéro. Ça va être écrit par les 3 auteurs principaux présentement de l'ère Krakoa, c'est-à-dire Jerry Duggan, Kieran Gillen et Al Ewing. Mais aussi, il va y avoir des petites histoires par Gail Simon et par Jed McKay, et aussi je sais pas combien de pages, mais une histoire de Chris Claremont. De Chris Claremont qui revient pour ça, wow! C'est bizarre que Jonathan Hickman ne revient pas pour au moins une petite histoire. Ah, tu sais, peut-être qu'ils ont peut-être pas tout dit, là, mais on verra. Comment tu te sens, toi, par rapport à la fin de Krakoa? Parce que je sais que c'est une période que tu aimais beaucoup, puis là, on revient à un genre... C'est pas le statu quo, mais c'est presque, là. C'est pas un statu quo, mais c'est juste parce que disons que l'annonce de toutes ces affaires-là m'a pas excité tant que ça. Parce que... il y a tellement de personnages qui ont été développés dans l'ère Krakoa qui sont pas dans ce que j'ai lu. Peut-être que oui, là, éventuellement, mais sur le coup, je suis comme... OK, je vais continuer, mais je suis moins excité. Moi, je pose la question, c'était quoi le fuck de garder ça encore pendant des années? Je sais pas. C'est peut-être que c'était trop... Parce que je comprends l'idée qu'il y a toujours un retour, un certain statu quo, puis toutes les séries font ça en comic book, puis il y a du bon puis du mauvais là-dedans. Mais les X-Men avaient atteint quelque chose, que là, on dirait qu'on les retire, on les ramène en arrière. C'est tellement big qu'ils ont créé leur propre nation, puis là, on a l'impression qu'on fait des pas en arrière. Ouais, mais tu sais, peut-être que c'est, comme on dit, too much of a good thing. Faut que t'arrêtes un moment donné, parce que ça va venir moins bon. Fait que tant qu'à faire, au moins t'as une genre de finale. Puis écoute, ça continue ça existe encore, là. Je peux les relire. Oui, c'est ça. Puis ça va être encore meilleur, tout à relire d'une shot. Là. J'avoue, qu'au lieu de les lire à chaque mois. Là. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que le Hellfire Gala, ce qui est un peu la fin, mais ce qui est la fin de l'ère Krakoa, se lit à part entière, ou il faut absolument avoir plus de... Tu sais, comme mettons, moi je pourrais-tu le lire demain puis être en mesure d'apprécier quand même
l'histoire où il y a trop de background impliqué dans. Tu veux dire commencer à partir de la dernière partie? Ben, tu sais, j'ai goût de lire la fin de l'Arc Krakoa parce que, tu sais, il faudrait que je me retape au complet. Ouais, il va te manquer bien des informations. Tu as un disque dur mobile, toi? Ah, ben, je vais t'organiser quelque chose, en tout parce cas. que là, il va falloir qu'on se parle. Ouais. Mais, c'est ça, tu sais, oui, je suis déçu que ça finisse. Parce que j'étais attaché vraiment à ça. Puis, tu sais, tout ce qui pouvait se passer dans ce contexte-là était vraiment le fun. Là, je m'en vais dans l'inconnu. Fait que, tu sais, je pense que ça teste beaucoup mon fanboyisme. Ton fandom, ouais, c'est ça. Tu sais, parce que je suis comme, du changement, mais en même temps, non, c'est bon, le changement. Puis en même temps, le changement, c'est ce qui a amené Krakoa. Ben, c'est ça. Puis, faut pas rester poigné là-dedans. Mais c'est sûr que je suis comme, j'aurais aimé ça que ça continue parce qu'il y a des trucs que j'aurais aimé que ça soit encore exploré. Mais bon, on peut pas tout avoir. Moi, j'ai l'impression que ça a tellement marqué l'univers des X-Men, l'Arc Krakoa, qu'on va y retourner d'une certaine façon. On va y faire référence à tout de moins. Ben, c'est sûr que ça va être, dans l'histoire des X-Men, ça va être un des gros morceaux. Des gros morceaux. J'ai jamais vu, puis tu sais, je veux dire, j'ai pas tout lu, puis dans les années 90, mon esprit est à moitié formaté, mais j'ai jamais vu autant d'intérêt pour les X-Men depuis que je lis du comic book. Il y a eu des vagues, là, mais ça, c'était un intérêt même des gens qui en lisaient pas. Ouais, parce que je pense que, tu sais, si tu prends toute la run de Chris Claremont, qui est comme un genre de tout, si tu veux, aussi ce que Morrison a fait, ça fait comme deux gros morceaux. Puis le troisième, c'est Krakoa. Clairement. Ouais. C'est sûr qu'il y a des affaires entre. Là. J'ai beaucoup entendu parler de Messiah Complex, que je sais que tu as lu à l'époque. J'ai lu à l'époque, qui était un peu ce qui a suivi la fin de la race mutante avec No More Mutant. Ouais. Mais même ça en soi, c'était pas si intéressant comme ça. C'est plus un genre de prélude à ce qui allait suivre par la suite. Mais c'était bien. C'était correct. Ouais, c'est ça. Mais j'ai hâte d'être rendu là quand même. Parce que j'ai oublié que j'avais lu ça. Je pense que c'était comme une des premières BD quand j'étais là. On a-tu parlé au show? Moi, je pense que je l'avais pas lu, mais ça venait. C'était comme dans les premières semaines que j'étais là. Soit tu venais d'en parler ou... Je l'ai encore, cette BD-là, dans ma bibliothèque, fait que c'est clairement... c'est vieux, ça. On est vieux! Puis là, moi aussi, je voulais dire que j'ai commencé à lire Opération Zéro Tolérance dans les X-Men. OK. Donc, c'est après Onslaught. C'est comme l'event qu'il y a eu où t'as le... on sait pas encore c'est quoi, mais il dit qu'il est un humain qui s'appelle Bastion, puis qu'il y a comme de l'argent pour avoir une organisation qui pourchasse tous les mutants. Lui aussi, il veut tout s'en débarrasser. Ils sont beaucoup à faire ça. Hein? Ah ouais. Puis c'est... Je trouve ça... le fun de lire du X-Men ces temps-ci aussi, parce que c'est toujours... d'actualité. Oui. Tu sais, on n'est pas loin, là. Non, c'est ça. Fait que, puis c'est ça, c'est Bastion avec comme son armée d'humains qui se transforment en sentinelles. Puis je suis rendu là-dedans, puis là, c'est excitant. Là, c'est le fun. Il y avait comme bien des affaires, puis... J'ai lu des mini-séries là, que c'est pas super important. Ouais, puis ça finit plus parce qu'ils multipliaient les titres. J'ai écouté un podcast la semaine passée. J'en ai déjà parlé à l'émission. Ça s'appelle History of the 90s, qui est un podcast canadien d'ailleurs. Et la journaliste qui fait cette émission-là a fait une super de bonne job. J'ai écouté un épisode l'autre fois, c'était sur le Attitude Era de la lutte. Qu'est-ce qui a amené le Attitude Era, puis qu'est-ce qui a pris fin, ce qui a fait que ça a pris fin. Et elle a fait un épisode sur le comic bubble des années 90, donc la bulle spéculative des comic books. Ouais. Puis comment, genre, ça a devenu à un moment donné une espèce de c'est comme genre de loop de feedback entre on crée des titres numéro 1 puis d'autres espèces de gugus pour attirer du lectorat. Le lectorat embarque, fait qu'il en achète plusieurs. Puis à un moment donné, ça pouvait plus juste se tenir. Ouais. C'est fascinant. Fait que si je vous le conseille, c'est un des épisodes de la saison 3, si je me souviens bien. Mais tu sais, j'étais au courant de certains trucs, mais c'était beaucoup plus large qu'on le pense. C'est pas juste la mort de Superman, c'est pas juste la Ride Lafayette et compagnie. Là, il y a eu toute une épopée autour de cette période-là. Il y en a eu en tabardouche. Il y en a un tabarnak. Puis tu sais, j'essaie pendant que je parle, de trouver la série, mais
l'affaire, c'est ça, c'est que dans ma liste de lecture, il y en a que j'ai placé, puis je me dis, OK, là, c'est ça, faut que je lise, ça, faut que je lise. Puis là, j'arrivais à une affaire qui s'appelait Daydreamers. Puis là, j'étais comme... Daydreamers? Ouais. Puis là, c'est comme un... C'est 3 numéros spin-off de Generation X. Et ça met en vedette... le team... il y a Franklin Richards, qui était un peu perdu parce que ses parents étaient disparus après Onslaught. Oui, parce qu'il était rentré, puis là, il y avait le reboot, puis tout, mais lui... Il était pas dans un Pocket Universe où il y avait les Heroes Reborn? Puis... Ouais, c'est ça. Puis, sauf que leur fils, Franklin Richards, il était pris en charge par Generation X. Ah, OK. Puis là, il était avec Leech, qui est je crois, un membre des Morlocks. Ouais. Qui était comme les créatures dans le souterrain dans les X-Men. Oui. Lui, je pense que son pouvoir, c'est que s'il est proche de toi, il draine tes pouvoirs. Ah, j'en connais une couple de personnes de même. Fait que c'est comme un enfant. Il y avait un autre qui est Artie, qui est un autre enfant, un autre mutant, qui lui est capable de projeter des images. Puis en tout cas. Puis là, il y avait Man-Thing et Howard the Duck. Tabarnak! Puis là, ils vivent une aventure. Puis l'affaire, c'est... Tu sais, c'est comme... Je voyais ça... C'est wacky? Oui, c'est très wacky. Okay. Puis ça se promène dans les mondes parallèles. Wow. Dont un monde qui est très... comme le monde de Dr. Zeus. C'est ça? Ouais. Tout le monde est en singe? Ouais, c'est ça. Okay. Non, pas Dr. Zeus de la planète des singes, mais Dr. Seuss. Est-ce que je suis pas bon? Dr. Seuss. Zeus, bon, voilà. Oui, avec The Grinch et compagnie. Aïe. Donc, puis, mais c'est ça, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'il y a des séries comme ça que, tu sais, je vois arriver, puis je suis comme, ça me tente pas. Mais des fois, je me dis, OK, ben, c'est pas grave si ça parle pas des X-Men. Ouais. C'est comme un peu relié, mais aussi ça me permet de voir d'autres titres qu'il y avait à l'époque, d'essayer des affaires. Fait que tu sais, à chaque fois, je suis pas déçu. Mais attends, laisse-moi te poser une question. Je viens de réaliser, quand tu auras fini, quand tu vas rejoindre l'ère Krakoa dans ta lecture, là, qui est comme t'es rendu dans les 90s, tu vas savoir lu toutes les X-Men jamais publiées? Je pense qu'il y a des affaires qu'il va falloir que je retourne parce que, tu sais, des fois, ils sortent, mettons, en 95, ils sortent une histoire qui se passe en 82, mettons. Fait que ça, je l'ai pas lu dans l'ordre. Okay. À un moment donné, comme, il y avait une série, c'était quoi? C'était X-Men and Professor X ou quelque chose du genre, puis c'est genre 20 numéros, puis ça se passe dans les années, pas les années 60, mais mettons dans les premières débuts. Années. Là, c'est ça. Puis je l'ai pas lu parce que, là, je suis comme rendu ailleurs. Mais à un moment donné, je vais peut-être... Mais si t'enlèves ces numéros-là, tu vas avoir lu pratiquement l'intégralité des X-Men. Ouais. C'est quand même assez débile. Mais moi, c'est parce que j'ai peur quand je vais arriver au bout où il y a des X-Men dans les Avengers. Est-ce qu'il va falloir que je relise encore Bendis? Il va falloir que tu relises Bendis ou il va falloir que tu lises Uncanny Avengers, en tout cas, ça, c'est clair. Il y a eu comme 3 Uncanny Avengers, ça c'est C'était bon, Uncanny Avengers, par contre. C'est Rick Remender. Il y a eu 2 séries. Il y a eu 3 séries. J'ai pas vu le deuxième reboot, là, mais il y a eu 3 séries. Tu vas être rendu bientôt. Ben non, pas bientôt, mais... écoute. C'est notre pandémie qui s'en vient, tu vas avoir le temps. Là. Ah ouais, OK, non. J'espère juste finir à ma retraite, là. Ben là, clairement, là. Tu viens pour vrai de lire l'équivalent de One Piece en version comic book américain. Là. Ouais. Je pense que peu importe ce que ça veut dire, là, je connais pas One Piece. On a des scientifiques dans les auditeurs et auditrices des Mystérieux Étonnants. Je voudrais savoir, ça, mettons, on relirait chacune des pages que Simon a lues des X-Men depuis le début de la série dans les années 60, OK? Donc, t'as commencé avec les Claremont. Mais c'est ça, tu vois, j'ai pas lu les années 60. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, peut-être, va falloir... Mais années 70 avec Claremont. Mais si on relit les pages une après l'autre, là, est-ce qu'on fait le tour de la Terre, puis combien de fois? Il y a des chances, là. Il y en a en estime. Bon. Oui, je rappelle aux auditeurs que les gens qui sont abonnés au Discord des Mystérieux, il y a une liste de lecture que Simon a rendue disponible sur notre Discord. Donc, vous pouvez lire sa proposition de lecture de Krakoa, de l'ère Krakoa des X-Men, puis celle de Chris Claremont jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on le rappelle, il est rendu dans les années 90. Ouais, c'est ça. Donc, je suis rendu, je pense que c'est 98, mais peut-être 97. T'arrives au millénium, là?
C'est nice. Mais j'ai hâte d'arriver au Millennium parce que j'ai hâte de me rendre à Morrison. Oui. Puis l'autre belle run, ça. C'est ce que je disais, moi, dans le temps. Ouais, puis aussi à lire l'autre série de Chris Claremont qu'il y avait en même temps. Extreme X-Ren. Ouais. Pourquoi ça sonne? J'ai aucune idée pourquoi ça sonne. Peut-être une surprise, mais là, je vais parler tout seul. Je vais continuer, mais... ben, c'est ça. Fait que les X-Men, à un moment donné, ça m'en fait beaucoup dans ma tête. Ça consume ma vie. Mais c'est pas si pire que ça. Sauf que là, ils ont sorti des nouvelles figurines, puis ça coûte cher à un moment donné. Là, les Marvel Legends, faut que je me calme. Mais les nouveaux, j'ai reçu Sabretooth avec Wolverine, puis pas pire. Vraiment des belles figurines. Fait que là, Benoît, il revient. Bonne radio, ça. Très bon radio. Fait que c'était-tu... Un livreur qui a décidé de sonner à toutes les portes. Ah. Puis comme le propriétaire n'a pas encore réparé la sonnette, puis qu'il faut que j'aille en bas, et ben comme tous les voisins, on est descendu en bas pour ouvrir la porte. Tout en bête. Hey, j'étais assez tanné, là, ça fait 3 mois. Esti. On s'entend first world problem, mais l'autre fois j'ai failli me péter à la gueule, fait que Ouais. Bon, on a fini, Simon? Ah oui, je disais n'importe quoi. Je pensais que Laurent finalement avait décidé de se joindre à nous. Ben ouais, cool, il est là. Genre Gauthier là, random. L'apparition, là, sa blonde habite pas loin. Là. Fait qu'on va y aller avec moi. On va y aller avec mon update rendu maintenant classique. Ben oui, des souris, le Mouse Gate, comme aime bien l'appeler notre ami Laurent Lafrenière, qui a fait ce jingle-là. Je n'ai pas revu de dites souris depuis 3 semaines. Bon. Je les entends plus courir sur mon plafond la nuit, fait que ça, je pense que c'est un bon signe. Ouais. Et ma voisine a fini par vider son garde-manger, puis donc laisser la seule option étant les trappes de poison pour les souris. Donc l'exterminateur revient cette semaine. OK. Et on va savoir ce qu'il en est pour la suite, mais je veux pas dire que c'est réglé, mais c'est mieux que ça a déjà été. Ouais, surtout le redoux là, qui se passe. Oui, là. le redoux. Ils vont sortir. Moi, je vais peut-être en avoir chez nous. Ah oui, tu penses? Ben, je n'ai pas eu l'année passée, mais je l'ai eu 2 autres années avant. Il était où, dans les murs ou dans le plafond? Ou il était dans les murs, mais à un moment donné, il était comme devant moi. Là. C'est pas le fun, ça. Tu fais le saut en seul coup. Ouais, puis tu te sens un peu comme... Ah ben là, il y a un corps étranger chez nous. Un corps étranger chez vous. C'est étrange. Qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu parti à courir après? Ou non, ben tu sais, quand je l'ai vue, elle est partie super vite, mais j'ai acheté des trappes sans cruauté. Mm-hmm. Tu mets du beurre de pinot, puis il rentre, puis il reste pogné là-dedans. Ouais. Ça n'a pas marché au début. Ça prend du temps, ça peut prendre du temps. C'est ça. Puis là, à un moment donné, j'entendais du bruit dans la cuisine, puis là, à chaque fois que j'allais dans la cuisine, ça faisait pas de bruit. Fait que là, genre... Puis à un moment donné, j'ai comme... c'est peut-être la trappe qui est en arrière du frigo. Puis là, il était là. Puis là, il était comme... Il bougeait pas. Ah, pauvre petit. Puis là, je l'ai pris. Puis là, j'étais allé dans un parc vraiment loin. Parce que si t'es mets juste en face, ils vont... oui, non, c'est ça. Fait que je suis vraiment allé loin. Puis là, je l'ai laissé partir. Bon. Puis, voilà. Je l'ai pas re-eu. Moi, j'en ai parlé à l'émission, mais j'étais arrivé face à face avec une dans la cuisine. Puis j'étais connecté au Discord des Mystérieux. Fait que j'avais mon casque Bluetooth. Fait que j'ai lâché un whack. Parce que j'étais arrivé face à face avec. Ouais. Puis quand j'ai allumé la lumière... Fait que les deux, on s'est comme regardé. Mais ça a tellement été vite que sur le coup, j'ai pensé que j'avais halluciné. Je pensais que c'était pas vraiment vrai. La seule affaire qui me gosse, c'est que l'exterminateur a traité l'appartement de la personne à côté de chez nous, puis moi. Puis je l'en ai parlé la semaine dernière, mais il y a la personne aussi en haut, en diagonale, qui en a, en billet. Okay. Et eux autres, ils n'ont jamais averti le propriétaire. Fait que quand l'exterminateur est venu, ils sont pas allés. Puis il a fallu que, tu sais, c'est moi qu'il faut qu'il avertisse la voisine quand l'exterminateur revient, puis c'est moi qui essaye de convaincre le propriétaire de parler au gars en haut pour envoyer quelqu'un, tu sais. Il prend ça pour acquis. Il va être là. Je me dis non, mais il faut que tu te la pètes. En tout cas, c'est ça l'update pour les souris. Okay. Je vais vous tenir au courant. Puis bientôt, je vais faire, je pense, une mise à jour. Laurent, je sais pas si tu nous écoutes. Concernant la porte, on pourrait faire un décompte. Hein? Combien de fois encore combien de mois ça prend encore avant que la porte en bas soit réglée? Ouais, ça fait combien d'épisodes? Ouais, ça fait combien d'épisodes? J'aurais dû commencer à investir en immobilier quand j'avais genre au moins 5 ans. On a fini. Bravo. Non, je me suis trompé de bouton. Ça, c'est le bouton pour Laurent. Qu'est-ce que tu veux, Simon, comme nouvelle? J'ai une nouvelle concernant le nouveau Scream. J'ai une nouvelle concernant Joe Dante. Je sais pas si tu as vu ça passer. J'ai une nouvelle concernant Jake Lloyd.
Et un jeu que j'ai joué avec notre ami Johan Carloussel de Roadkill Superstar durant le week-end. Je vais commencer par le jeu. Par le jeu, excellent, parce que Johan, qui est un membre actif de notre communauté de Discord, alimente beaucoup le salon concernant les jeux vidéo. Il connaît beaucoup l'industrie. Puis avec lui et des amis, on joue à Sea of Thieves. Game Pass. Ouais, sur Game Pass. Il n'arrête pas de nous plugger son maudit Game Pass. D'après moi, il y a des parts dans la compagnie de Microsoft. Et on cherchait un nouveau jeu à essayer, un genre de co-op. Et il nous a suggéré Redfall, qui est un jeu qui a été développé par Arkane Austin, distribué par Bethesda. Un jeu qui est sorti le 2 mai 2023 et qui a malheureusement floppé ben raide. Et je le comprends là, parce qu'il y avait énormément de bugs à sa sortie. Le jeu, pour la plupart des gens, n'arrivait même pas à le lancer. Oui, il était gratuit sur Game Pass, mais il y a des gens qui ont payé dans les 80$ pour se le procurer. Fait qu'imagine que c'est quand même assez frustrant. Disponible sur Xbox, bien sûr, et sur Windows. On s'est dit, 10 mois plus tard, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on peut y jouer? Puis finalement, oui, on peut y jouer. Il y a eu beaucoup de bugs qui ont été réglés, quoi qu'il en reste encore beaucoup. Mais ça n'a pas nuit... ça n'a pas totalement nuit à notre expérience. Je mets un petit peu la table. On est sur une île de la Nouvelle-Angleterre. C'est le setting d'un livre de Stephen King, là, littéralement. Ça fait beaucoup penser d'ailleurs au film Silent Lot, la télésérie des années 70. On est sur une petite île de la Nouvelle-Angleterre et il y a une invasion de vampires. Et là, on joue un des 4 membres d'un groupe de survivants, puis chacun a ses capacités, des pouvoirs différents, qui essayent de récupérer des sections de la ville, combattre des nids de vampires, unlocker des safe houses, mettre à jour son équipement, pogner son équipement, à la fois qui combattent contre des vampires, mais aussi des cultistes qui sont un peu des humains qui sont un peu leurs sbires. Donc c'est un jeu de tir à la première personne. Okay. On ne réinvente pas la roue. Beaucoup inspiré de The Division dans sa présentation, dans ses mécaniques. C'est le fun. La seule grosse frustration qu'on peut avoir, puis elle est quand même assez présente, c'est que les prompts, donc l'information qui est livrée à l'écran, est complètement pétée. Okay. Donc, par exemple, je peux me dire « Hey, j'ai un gun que je peux acheter pour 4000$, puis il fait tant de dommages. » Puis là, tu l'achètes, puis comme « Ah non, finalement, c'était des bobards. » Ou tu peux te dire « Ah, ben garde, je peux payer pour recharger tous mes guns avec de la munition. » Et soit, là, tu fais la transaction, là, avec de l'argent du jeu. Là. Ouais. Non, ça n'a pas rempli les balles. Ou est-ce que ça remplit les balles, mais tu le vois pas? C'est ce genre de bug-là qui arrive constamment, qui te fait douter, en fait, de ce que tu vois à l'écran pendant que tu joues. Et ça peut être assez frustrant. Le jeu est un peu instable. Moi, ça m'a crashé au moins une fois. Anouk, la sœur à Yoann aussi, c'est arrivé. Donc, on est propulsé en dehors du jeu. On repart, ça va. Mais c'est pas game-breaking. Pour te dire donner une idée, on a joué quand même une 30aine d'heures dans la dernière semaine puis le week-end. Puis on était accro. On s'envoyait des petits messages. Hey, on joue dessus, ça tente de jouer? Ouais. Go for it. Mais ça reste que c'est pas un jeu qui est polish. Si vous jouez, je pense que vous allez y trouver votre compte. Peut-être que les gros hardcore gamers qui voudraient la mécanique plus profonde vont peut-être se faire vont peut-être un petit peu sourciller. Parce que ça, c'est aussi une affaire qui manque. Comme customiser un petit peu tes guns, rajouter des éléments, ce genre de choses-là étaient plus intéressantes. Mais malgré tout, je pense que l'expérience qui est maintenant patchée là, vaut quand même la peine. Malheureusement, comme le jeu a été un espèce d'échec total à sa sortie, il risque de ne pas avoir de suite. Mais il y a quand même un jeu qui est là. Il faut juste comme le dépoussiérer un petit peu avant pour pouvoir l'apprécier. Puis le graphisme, c'est quel type de personnage ou tu sais c'est cartoon, c'est un peu réaliste. C'est un peu cartoon, ça se veut pas réaliste. The Division est plus réaliste entre guillemets que Redfall. C'est un peu des caricatures chacun de personnages. Le style est très un peu cartoon. C'est pas Fortnite, mais c'est à mi-chemin en mettant entre Fortnite puis The Division pour te donner une idée. C'est des gros stéréotypes. Saints Row? Saints Row, ouais, c'est genre un peu Saints Row. Puis c'est très coloré. Donc, tu sais, un film de Gareth... c'est-tu Gareth Edwards qui avait réalisé le Godzilla avec beaucoup de néon ou c'est l'autre, là? Non, Gareth Edwards, c'est le premier. Mais tu sais, le deuxième Godzilla contre Kong, c'est un gars qui aime bien les néons. Michael Dougherty, je pense. Ou en tout cas, le gars qui avait fait l'autre affaire. C'est lui qui avait fait The Visitor. Ah oui, OK. Bon, en tout cas, ce gars-là, il aime bien néon. Ça ressemble à ça. C'est très coloré. C'est très... c'est un peu lugubre. Puis je te dirais qu'en tant qu'environnement, comme en Nouvelle-Angleterre, dans des vieilles maisons coloniales, tout ça,
ça change. J'ai jamais vu de jeu qui se passait dans cette période-là, dans cette région-là du monde. Fait que ça fait une expérience unique. T'sais, souvent, je le dis en jouant, je dis « Hey, crime, c'était se passer le fun. » Ouais, c'est cool. Je pense que essayez-le si vous voulez chercher un... Si vous êtes sur Game Pass, payez pas 70$ pour ce jeu-là, 80$ pour ce jeu-là, surtout pas dans l'état qu'il est actuellement, mais il y a un bon jeu derrière. C'est juste qu'il faut le dépoussiérer encore une fois. D'ailleurs, je lance ça comme ça. Oui. Là. Si quelqu'un a une PS5 à vendre pas cher, là, oui, t'as jamais eu ta PS5. Vous pouvez, tu sais, laisser un message. Là. PS5 puis un Xbox ou juste PS5? Juste PS5. Juste PS5, parce que tu veux jouer à Spider-Man. Hein? Oui. Ouais, mais là, il y a la Pro qui s'en vient. Je veux jouer à Spider-Man. Whatever. Là. Ouais, pour vrai, là, je veux... Je peux en avoir une pas chère, c'est plus ça. J'aime beaucoup ma Xbox X, Series X. Okay. Mais je veux juste un PlayStation pour pouvoir jouer à Spider-Man. Ouais. Ben, t'as pas un PlayStation 4? Oui, mais je peux pas jouer à Spider-Man le 2. Je pense qu'il est juste disponible sur les vieilles consoles. Les nouvelles consoles, pardon. Ah ouais. Il me semble que oui. Eh ben, calé. Ben, c'est ça. Fait que, voilà, c'est ça pour Redfall. Et puis, en passant sur Game Pass, là, la semaine passée, l'entièreté de Control plus ces 2 expansions sont disponibles. Control, le jeu que je vous avais parlé il y a 2 ans, là, que j'avais joué sur PlayStation 4, qui est extraordinaire. Là. Dans mon livre à moi, c'est un chef-d'œuvre, ce jeu-là. Il est disponible. Essayez-le. Vous allez trouver, je pense, vous allez trouver votre compte. On repasse à toi? Ben oui. Let's go. Est-ce que tu veux que je te parle encore de Dr. Zilo? Ben, moi, je veux que tu me parles de Dr. Zilo. Je sais pas à la maison si... Je ne sais pas. Je parle de Dr. Zilo. Je sais que à un moment donné, j'en ai parlé sur le Discord, puis il n'y a eu aucune réaction. Fait que j'ai pas l'impression que ça parle à grand monde. Mais... Rappelle donc les faits pour juste contextualiser un petit peu. Là. C'est qui Dr. Zilo? OK. Dr. Zilo est un réalisateur, acteur, auteur, producer, mais aussi un docteur qui est aussi un prof d'arts martiaux qui suit les arts martiaux de Bruce Lee, les méthodes enseignées par Bruce Lee, et il fait ses propres films, il en fait beaucoup. Puis c'est de qualité très, très, très basse. C'est sûr qu'il fait dans les... Comment on a les Vanity Project. Les Vanity Project. Ou les Ego Exploitation. Ouais. C'est vraiment des films qui sont difficiles à trouver parce que c'est lui-même qui les distribue. Il y a pas... C'est pas... Tu sais... Comment dire? Il n'y a pas une boutique en ligne qui vende ses films. Là. Non, c'est ça. Puis c'est un peu comme Neil Breen. Neil Breen, il faut que il vend sur son site web, mais ça coûte 50$ pour un DVD-R là, avec aucune cover. Fait que au moins Dr. Z, il y a des covers, mais là, c'est ça l'affaire, c'est que moi, la première fois j'en ai parlé, je pense que c'était... non, c'était pas la première fois que j'en ai parlé, mais quand j'ai fait un gros dossier, c'était au spécial de Noël. Ouais. Puis dans les dernières semaines, j'ai exploré d'autres films qu'il a fait, mais celui que j'avais parlé au spécial de Noël, c'était Combat Mortal, Total Destruction, Director's Cut. Ouais. Et je disais que ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, bref... C'est que là, j'ai trouvé la version pas Director's Cut, donc avant qu'il fasse des modifications à son propre film. Puis là... attends une minute, là. Oui. Comment tu peux avoir un Director's Cut si c'est toi le réalisateur et le producer? C'est toi qui décides. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que c'est comme s'il a pris son film puis il a fait un special edition à la George Lucas. OK. Il a arrangé des affaires. De son il a rajouté du 3D. Puis En fait, il a rajouté sa tune rap, parce qu'il y a une tune rap qui maintenant met dans tous ses films. Puis là, il l'avait rajouté là. Est-ce que Dr. Zilo frappe first dans celle-là? Ou oui. Frappe first, pas mal. Mais c'est ça. Tu sais, l'histoire de ce film-là, en gros, c'est... une super modèle internationale qui devient la cible d'un méchant crime boss qui est aussi le frère de Dr. Zilo. Et elle engage Dr. Zilo qui, dans ce film-là, joue un gars qui fait évidemment des arts martiaux, qui veut devenir une vedette de cinéma, mais qui là est
pas un tueur à gages, mais un bounty hunter. Ouais. C'est un tueur à gages. Non, mais quand tu veux les capturer, là, tu veux les arrêter. T'es un captureur à gages. Ouais, c'est ça. Un chasseur de primes. Et voilà, c'est ça. Un chasseur de primes. Puis là, elle l'engage pour qu'il soit Voyons. Non. Attends, là, mon cerveau, là, wow. Je suis mélangé. La supermodèle l'engage pour être son bodyguard. OK. Fait que c'est un peu ça l'histoire. Mais là, ce que je veux vous parler, c'est un peu les différences que j'ai remarquées. Oui, parce que là, c'est pas le Director's Cut. Non, c'est ça. Comme je l'ai mentionné dans... pour le Director's Cut, mais aussi pour un de ses derniers films, il fait le personnage de Inspecteur Clouseau, mais que lui appelle Inspecteur Beaucoup. Oui, je me souviens de ça. Mais là, dans le Director's Cut, à chaque fois qu'il disait Inspecteur Beaucoup, tu voyais qu'il avait rajouté par après, en post-prod, Beaucoup par-dessus Clouseau. Et effectivement, moi, j'ai la version où il dit pas Beaucoup. Il dit Inspecteur Clouseau. Fait que ça, c'est une des affaires. C'est une grosse affaire, pareil. Mais aussi, c'est le montage du Director's Cut, c'est que il y a beaucoup... c'est parce que c'est dur à expliquer, parce que ça fait aucun sens, mais il y a des séquences où il a accéléré le film, puis des fois, il le ralentit. Puis des fois, c'est dans la même scène. On dirait que c'est comme s'il trouvait que le monde marchait pas assez vite à des places. Fait qu'il s'est dit, je vais accélérer ça. Je vais accélérer ça là, je vais me ralentir ça là. C'est ça. Mais ça, dans la première version du film, il n'y a pas ça. Fait que, OK. Puis aussi, dans le Director's Cut, il y avait des problèmes avec son montage sonore, que, mettons, il mettait une toune. Il oubliait de l'enlever. C'est ça, c'est qu'il oubliait qu'il y avait une autre track en dessous. Ouais. Puis c'est parce qu'à chaque fois que, mettons, il donnait un coup, t'avais l'effet sonore du... Mais là, ça, c'est comme si ta toune, tu mutais ta toune au moment où il fait fait que ça fait tu sais, ça arrête pas. Ça, c'est dans le Director's Cut. C'est ça. Là, c'est plus normal, il n'y a pas ça. Mais en fait, il a scrappé son film. Exact. Depuis tantôt, tu me dis des choses qui ne font pas de sens. Il n'a pas embelli son film. Non. C'est une série de mauvais choix, là. Ouais. Puis c'était bien important aussi que maintenant, il utilise le nom Dr. Z. Ou Dr. Z. Là. Fait que dans le Director's Cut, au début, c'est marqué Starring Dr. Z. Puis là, c'est un gros bloc noir sur une image. Mais dans l'original, c'est Dr. Zelo, écrit Z-E-E espace L-O. Fait que ça, c'est important. C'est important pour une raison que seulement lui, probablement, comprend. Oui, il a décidé d'utiliser un nom d'artiste... Puis il a décidé de le changer dans ses anciens films. Mais c'est ça. Puis, fait que là... Alors, ces gens-là m'épatent. Je sais pas comment dire. C'est fascinant. Mais l'affaire, c'est que à cause que j'ai vu le Director's Cut en premier puis que tous ses choix avaient aucun bon sens, la version, on dirait que c'est la version plus normale du film que j'ai vu. Fait que c'était un peu moins bon, tu sais. Fait que c'est pas... Je vous dirais, allez checker le Director's Cut sur YouTube à la place que de faire comme moi puis d'essayer de comprendre le plus possible puis de voir l'autre version. C'est probablement la seule personne qui a fait cet exercice-là dans l'histoire de l'humanité. Ben, il y a lui. Oui, lui, mais toi, je veux dire, de l'écouter activement pour voir les différences. Ouais, non, c'est sûr, mais c'est parce que pour moi, c'est plus fun de faire ça que de checker les différences entre les Special Editions de Star Wars. Ouais, je comprends. Mais c'est ça. Fait que voilà pour mon dossier. Dr. Zelo, Combat Mortal, version originale. Bravo. Je suis très content. Puis là, il me reste... d'autres films à trouver, mais dont il y en a un que j'ai pas écouté encore, mais qui est son premier film, qui est fait en 94. C'est pas lui qui réalise en plus, mais il écrit, il joue dedans, puis il y a quelques faces qu'on connaît, dont... Souviens-tu du film Undefeatable avec Cynthia Rothrock?
Rappelle-moi l'action dedans, parce que... En fait, ce film-là est connu surtout pour la scène finale, la bataille. Où elle meurt, là. Non, elle meurt pas. C'est un gars qui se fait... comme rentrer un crochet dans l'œil. Oui, je me souviens, puis il se fait comme hisser dans l'usine. C'est ça, ce gars-là, il est dans ce film-là. Fait que tu sais, il y a un star power. Là, oui, c'est clairement. Fait que ce film-là, c'est de Deadly Cure, que aussi, il dit que c'est un film d'animation parce qu'il a mis un filtre LED sur tout le film. Ah oui, il a fait la technique haha. Fait que... Je vais vous revenir là-dessus. Ça va être le prochain. Puis peut-être après un break de Dr. Zelo. S'il te plaît, fais-toi pas violence. Moi, je me fais pas violence. Moi, j'aime ça. Mais les auditeurs, je ne sais pas. Mais non, mais là, tu te fies sur ce que les gens... C'est parce que je pense que les gens... Il va falloir qu'on fasse un épisode sur Dr. Zelo. Il faudrait écouter un de ses films. Un de ses films, son meilleur, qu'on pourrait vraiment rire, puis en parler à l'émission. Le Stop It que j'ai parlé l'autre fois, que j'ai réécouté avec des amis, avec, entre autres, Collier, qui on a vraiment trippé. Puis j'ai trippé à le revoir, tu sais. Fait que c'est le fun. Il y a quelques longueurs, mais... C'est comme écouter RRR quand tu l'as déjà vu, avec du monde qui l'ont pas vu. Puis de les regarder du coin de l'œil, quand the shit hit the fan. Ah ouais. Puis là, le shit hit the fan, on estime, mais dans un autre sens. Mais sinon, je voulais suggérer un bon film. J'ai écouté... j'ai écouté un film de Blaxploitation de 1975 qui s'appelle Bucktown. Bucktown, c'est un film de Arthur Marks, mais ça met en vedette Fred Williamson, Pam Grier et un jeune Carl Weathers. Donc, c'est comme l'année avant Rocky. Fait qu'il est un petit peu... en tout cas, il n'y a pas un gros rôle. Il y a 2-3 phrases, dont quand il pète la gueule à un raciste avec un bâton de baseball. C'était du grand cinéma. Mais le film, en fait, c'est Fred Williamson qui va dans une petite ville où son frère a été... son frère est décédé, puis là, il va aux funérailles. Puis c'est dans un petit village qui, clairement, est sous contrôle de la police raciste locale. C'est un peu un pléonasme, mais bon. Commentaire! Qui nous écoute, là. Ouais, OK. Mais écoute, c'est ça. Puis là, il arrive... il y a aussi... c'est ça, c'est qu'il se rend compte qu'il y a tout ça qui se passe, mais aussi... Il hérite du bar que son frère s'occupait. Fait que là, il s'occupe du bar, mais là, évidemment, la police lui demande une cote. Fait que là, il est comme en crise, puis là, il veut essayer de régler ça. Fait qu'il appelle ses amis de la grande ville. Dont Carl Weathers. Puis eux, ils arrivent, ils font le ménage. Ils se débarrassent de la police. C'est comme un Roadhouse version Blaxploitation. Ouais, mais il y a une twist, le fun. C'est que là, ses amis décident de prendre contrôle de la ville. Fait que là, c'est comme... Comme la job de Fred Williamson de comme empêcher ses amis de prendre le contrôle de la ville. C'est ça, c'est que là, plus ça va, plus ses amis comme contrôlent les choses. Puis là, il est comme le pouvoir corrompt. Oui, exact. Parce que eux ils se disent, hey, le racket qu'il y avait ici, c'est bon pour nous autres aussi. Fait que là, il reste là à la place de retourner. Puis là, Fred Williamson, il est comme, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, écoute, on fait de l'argent, ça va bien. Tu veux-tu embarquer? Puis là, il dit non. Là, il décide de dire, écoute, si t'embarques, si tu veux pas embarquer tout de suite, on va mettre de l'argent de côté. Puis là, finalement, évidemment, il y a comme du monde dans ses amis qui décident non, lui, là, c'est sa cote, on va la prendre nous autres. Puis évidemment, ça fait de la merde, puis Fred Williamson n'aime pas ça, que ses amis prennent le contrôle d'une ville. Fait que là, c'est à lui de s'en prendre à ses amis. Il n'y a plus de police. Exact. Il n'y a plus de police, puis là, il devient un one-man army contre ses amis, dont, à un moment donné, il trouve une espèce de gros Jeep blindé, là, puis là, il défonce des murs, puis il tire partout. J'étais comme surpris, c'était vraiment le fun. Grand cinéma. Ouais. Tu l'as pogné où? Tu l'as trouvé sur un site? Non, je l'avais en DVD, en fait. Ça faisait longtemps que je l'avais, puis je l'avais jamais écouté. Puis...
pour vrai, c'est un bon Blaxploitation. Il n'y a pas de longueur. La twist est le fun. Je pense qu'il y a de l'action aussi. Il y a beaucoup d'action. C'est sûr que c'est un peu fait avec les moyens du bord, mais le cœur des gens est là. Puis là, j'ai été distrait parce que... Parce que le cœur est là, justement, Laurent. Et ben oui, Laurent. Nous autres. Salut, Laurent. Salut. Hey! J'adore ça. J'aimerais ça qu'il y ait ça sur toutes les portes dans mon appart. Ah, tu serais tanné après 2 heures. Ouais. Excuse-moi. Probablement 1 heure. Je l'ai utilisé par accident tantôt. Fait que tu m'excuses-tu? Ouais, je l'ai utilisé ton jingle par accident tantôt. Pourquoi? Parce que à quelle occasion? Je parlais, puis je voulais comme appuyer sur quelque chose, puis j'ai reparti ton jingle. Ouais, il a célébré la fin de sa chronique sur la souris. Ouais, c'est ça. Ah, ok, c'est correct, ça. Ouais, je suis désolé. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être genre parce que Jake est passé. Ah non, inquiète-toi. Il est encore à Chicoutimi, là. Il est pas venu en ville encore. Ouais, non, c'est ça. Il est encore là-bas. T'avais-tu fini? As-tu manqué son lift? Ah, ça, je sais pas. Je penserais pas. Je pense qu'il voulait rester là une couple de journées. Rappelons le nom du titre. Le titre du film, s'il te plaît. Bucktown. Bucktown! 1975. Allez chercher ça. C'est sûrement disponible à quelque part. Là. Clairement. Ben oui, c'est ça. Écoute, moi, je l'ai vu en DVD. Ben oui, il doit être disponible sur une plateforme. Il doit être sur Tubi. Ouais. Peut-être sur Tubi. Il est sur Tubi ou Criterion. À Star, ils ont Barb Wire. Non, c'est pas vrai, ça. Ils ont-tu eu Barb Wire? Ils ont Barb Wire, mais pas au Canada, mais ailleurs. Ah ouais. Criterion Warty. Ouais. Je pense que si on a compris une chose, je pense qu'on a compris une chose, c'est que le temps fait que le monde vont créer un hype autour d'un film qui jadis était peut-être détesté ou qui faisait sourciller. Ouais. S'il y a un coffret comme Super Mario pour Barb Wire, je pense que je vais peut-être l'acheter. Pour vrai? 150 écoute, après mon écoute de Baywatch, j'ai une certaine fascination avec les acteurs qui ont joué là-dedans, dont Pamela. Puis, j'ai vu la série Pam et Tommy, son documentaire. Le documentaire était bon. Ouais. Super bon. Fait que, je suis comme intrigué, là. C'est une éternelle romantique, Pamela Anderson. On en parle dans son doc. Oui. Elle a eu des mauvaises expériences, mais c'est une éternelle romantique. Comme Laurent. Mon premier appart, quand j'ai aménagé à Montréal, c'est comme un grand 7,5 sur Saint-Denis, avec un sous-sol. Ça existe encore, mais jadis, c'était au prix auquel je paye mon appart maintenant. On était plusieurs là-dedans, mais il y avait comme une espèce de demi-sous-sol pas fini / salle de lavage dedans. Puis il y avait, comme quand on est aménagé, il y avait déjà un poster de Barb Wire. Bon. Ouais. C'est bon signe. On l'a laissé. C'est très, très, très premier appart, ça. Un poster de Barb Wire dans le logis. Dans la salle de lavage. Ouais, ceci est un endroit où j'ai envie d'habiter. C'est ça. On va y aller avec toi, Laurent. Est-ce que tu étais malade, Laurent? Est-ce que c'est pour ça que tu n'es pas venu cette semaine en présentiel? On se posait la question. Oui, j'ai été un peu off en fin de semaine. Bon, merci de pas me... Mais ça va, mais je pense pas que je suis contagieux. Je suis plus genre moi-même dans les changements de saison. C'est-à-dire genre comme soudainement toute mon énergie déserte. Ça va mieux maintenant, mais voilà. C'est ce qui se passe. Moi, je suis pas prêt à ce qu'il fasse chaud, là. Toi, tu veux qu'il reste... on a quasiment rien eu de non, frette, je sais, c'est ridicule. Ouais, fait que je suis comme bon. Ouais, moi aussi, on dirait qu'il y a une partie de moi qui est content, puis l'autre qui est comme... non, moi, je suis pas content. Non, c'est pas bon signe, ça. J'ai même pas sorti mon casque de poêle. Ouais. Non, c'est ça. Moi, je vais garder mon petit coat, là. Exact. J'aime ça. J'aime ça porter des Woody en dedans. Ah ouais. Je peux-tu faire ça? Pas l'été? C'est ça l'affaire. Mais continue là. Écoutez, je vais y aller avec l'ensemble de la culture populaire aujourd'hui parce qu'on dit toujours ça, mais il y a des sujets que c'est rare qu'on aborde. Par exemple, le sport professionnel. Bon. Là, c'est tout le temps qu'on avait pour toi cette semaine, Laurent. Attends, tu vas comprendre où je m'en vais. C'est parce que cette semaine, la Belgique, plus de façon spécialisée, les Diables Rouges, l'équipe de foot nationale de la Belgique, a annoncé ses uniformes pour l'Euro 2024 qui aura lieu cet été du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Il te reste 30 secondes.
Ils ont annoncé que, tu sais, vous savez, les gars, les sports, là, quand tu es à domicile, tu as un uniforme. Quand tu es à l'extérieur, tu as un autre uniforme. Et que tout leur uniforme d'extérieur serait, cette année, inspiré par Tintin. C'est-à-dire que... Oui, hein? Oui. Puis de façon officielle, là, c'est même pas genre « Hey, ça a l'air de ». Ils ont fait une annonce au musée RG. Fait que ça coûte 5 000 $ l'uniforme, c'est ça que t'es en train de dire? Probablement, parce que oui, les affaires officielles de football, ça coûte aussi cher que... Ouais. Mais là, on parle donc de pantalon ou de short marron avec un haut bleu, avec un col blanc et des chaussettes blanches. Puis là, déjà, des joueurs de soccer, ça a ces chaussettes jusqu'aux genoux, un peu comme Tintin a l'air. Fait qu'ils ont vraiment été inspirés par le look classique du personnage de RG. C'est rare que les souliers soient bruns aussi. Ouais, mais là, je sais pas, ils sont aussi commandités par Adidas à ce niveau-là, fait que je sais pas si ils vont faire sur mesure. Probablement. Tu me diras si je me trompe, mais il me semble que le goaler, d'habitude, les couleurs sont différentes. Est-ce que lui, il va être en Captain Haddock? Oh, bonne question. Écoute, j'ai vraiment lu un long article là-dessus. Personne ne m'a parlé du goaler. Je ne sais pas. Encore, on pourra checker ça. La première sortie officielle de cet uniforme-là aura lieu le 26 mars prochain dans un match amical contre l'Angleterre, donc avant l'Euro. Fait que t'as pas vu de photo, c'était juste un... J'ai vu un des joueurs là, qui était là pour la conférence de presse. Ça se tenait dessus? Est-ce que c'était beau? Ben, écoute... L'affaire, c'est que c'est pas du linge, c'est pas des pantalons de golf avec un long polo. Là. C'est quand même un t-shirt de soccer avec des shorts brunes, mais bon, je veux dire, c'est vrai que vite, c'est quand même inspiré. Le petit bleu ciel très Tintin, mettons. Ils ont-tu mis une petite couette sur le casque? Ah non, ils n'ont pas de casque, les autres. Mais non, ils n'ont pas de casque. Je mélangeais avec le rugby. Désolé. Ah ouais. Pour faire des têtes. Là, l'article que j'ai lu disait que chaque année, la Belgique essaie de s'inspirer par de quoi qui était très belge et très... ils sont déjà inspirés de champions cyclistes belges dans leur uniforme d'artistes belges. Puis là, je me suis dit, ça veut dire qu'éventuellement, là, on vient de faire de la BD avec Tintin, c'est le truc évident, mais ça se pourrait que il y a des joueurs de l'équipe de Belgique qui soient habillés en schtroumpf. C'est ça que j'allais dire. Un chandail blanc, bleu, puis il y a des pants, puis un chapeau blanc. Ouais, mais j'aimerais ça qu'ils jouent en chess. Le goaler, c'est le grand schtroumpf, fait qu'il est en rouge. Il est en rouge. Ouais, c'est ça. Voilà, ce sont mes désirs pour le futur. Peut-être déguisé en frites? Oui, en frites. Frites belges. Oui, c'est vrai que c'est très, très belge, la frite. J'ai hâte de voir les Canadiens ici en gribouille. Ça va être malade. En gargouille? Gargouille, oui, j'ai dit gribouille. Gargouille. Ouais, ben, moi aussi. Youpi, c'est un peu déjà une gargouille. Il est ascendant, mettons. Tu dis ça, mais c'est vrai qu'ils ont quand même la même shape. Ouais, la même face. Ouais, je pense qu'ils sont liés. Peut-être dans la même famille. Par contre, gargouille, il a à peu près 3 cheveux sur la tête. Ouais, ben c'est peut-être un youpi que l'alopécie. J'aime ça où ça s'en va. Ouais, moi aussi. On va faire des études là-dessus. On va checker ça. Ouais. Aïe, youpi, pas de poils. Ça ressemble à gargouille. Pour vrai, là, quelqu'un a fait le montage à la maison, je suis sûr. C'est vrai que ça ressemble beaucoup quand même. C'était dans notre face tout ce temps-là, puis on l'a pas remarqué. Ouais, on l'a pas vu. Ouais. Je vais... parlant de choses qu'on n'a pas vues, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il y a check ça le lien. Joe Dante, réalisateur Joe Dante, qu'on affectionne particulièrement, qui a fait The Burbs, qui a fait American Werewolf in London. Non, il a fait le film de loup-garou. Non, c'est The Howling. Excusez, je mélange les deux. Il a fait, c'est ça, The Burbs. Looney Tunes, Back in Action. Ouais, ça, c'est un peu scraper sa carrière. Là. Ah, ça a l'air qu'il n'y a pas de Gremlins, les gars. OK. Oui, les Gremlins. Les Gremlins 1, Gremlins 2. Les banlieusards. Voilà. Bon, c'est un monsieur quand même très aigri. Je l'avais rencontré pour Fantasia. Là. Ses belles années sont derrière lui, puis il réalise la télé, puis j'ai l'impression qu'il se fait chier. Là. Mais il va revenir au cinéma prochainement pour un projet auquel il va collaborer avec le producteur Roger Corman. Au tabarnak. Fait qu'on dit, on va ressortir les... comment je peux dire ça? Dis-les pas. Non, c'est ça. On sort des belles affaires. Donc, ils vont faire équipe pour un nouveau film qui s'appelle Little Shop of Halloween Horror.
qui est en fait une refonte du film Little Shop of Horrors de 1960 qui avait été réalisé par Roger Corman à cette époque-là et qui avait été transformé par la suite en pièce musicale off-Broadway en 82 et qui a été ensuite adapté au cinéma par Frank Oz en 86 qui mettait en vedette Rick Moranis et Steve Martin. Un très bon film. Ah oui, ça est bon. Si vous pouvez voir la fin alternative, toute pète. Ah oui. C'est quelque chose. C'est un genre de comédie d'horreur. Donc là, Joe Dante va réaliser le film. Roger Corman va le produire. Et le film va être écrit par un certain Charles S. H-A-A-S, qui a entre autres scénarisé Gremlins 2, The New Batch. Donc, on fait vieille école. Et le film est censé être le premier d'une série de longs métrages. Donc, Roger Corman fait dans le Expanded Universe. Wow. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais je suis quand même très, très, très intrigué. Ouais, j'ai pas vu l'original, mais je suis vraiment down de revoir Joe Dante. Puis il me semble que c'est le genre de film qu'il aurait pu réaliser dans le temps. Ouais. Tu sais, ça fait très Joe Dante, inspiration série B. Donc, je suis down. J'ai hâte de voir ça. Puis juste de le revoir à la barre d'un film long métrage. On s'entend, là, tu sais, Roger Corman ne fait pas des grandes productions. Là, ça risque d'être un peu pic-pic. Mais quand même, je trouve que peut-être ça va faire son charme aussi. Ah, peut-être que, ouais. Il produit encore aujourd'hui, Roger Corman, right? Ouais, il fait encore des films. Ouais, il y a encore ses maisons de prod, je pense. C'est le gars qui a comme réalisé des dizaines et des dizaines de films là, à petit budget là, pour les gens. Ouais, c'est ça. Je sais pas si produit activement, mais genre, il est encore là. Il est encore là, puis il est encore actif, puis il est presque dans les 90 d'années, je pense. Ah ouais. Presque un siècle, ce monsieur. Ouais. Donc ça, c'est ça. Sinon, au niveau, là, je reste dans la scénarisation, je vais pas faire une longue nouvelle là-dessus, mais quand même, il y a Anna Neguera, qui est une actrice, mais qui est passée aussi à scénariste, qui est engagée par DC Studios pour scénariser le nouveau film de live-action des Teen Titans. Donc, c'est quand même quelque chose. Et elle a eu une grande carrière à la télévision, surtout. Mais elle est déjà engagée pour scénariser Supergirl, Woman of Tomorrow. Donc, c'est comme un peu je pourrais dire, la chouchou de James Gunn, du côté de DC Studios. Je suis bien intrigué de voir ce qu'elle va écrire. Puis ça s'en vient. Voilà. Ben, ça y est. Yeah, go for des choses. Des choses qui changent. Monsieur Simon, tu as quelque chose? Ouais, ben, je peux vous parler... J'étais un peu viré fou récemment parce que je me suis lancé dans plein de séries télé en même temps. J'essaye d'écouter... en fait, je voulais comme reproduire une affaire dans ma façon d'écouter les choses, qui n'est pas de binger, mais d'écouter de temps en temps un épisode de quelque chose. OK, comme ça passe le mardi soir à une heure fixe. C'est ça, comme si c'était la télé. Puis là, juste pour vous dire, les affaires que j'écoute de ce temps-ci. Ouais, genre, je suis curieux, là, parce qu'on connaît tes goûts. Hein. Ouais, ben, je continue Miami Vice. J'écoute Street Hawk, une affaire d'une moto à la K2000, là, mais c'est une moto. J'écoute Airwolf, une affaire à la K2000, mais c'est un hélicoptère. Oui, je sais c'est quoi. J'écoute... Écoutes-tu K2000 quand même? Même pas, je devrais le rajouter. La série Robocop. Oui, celle qui était canadienne. Une série? Ouais, une série. Une série. J'écoute Beverly Hills 90210, Renegade avec Lorenzo Lamas, Dynasty. Wow. J'ai besoin de voir des riches s'entre-déchirer. Ça me fait du bien. Walker, Texas Ranger. Ah, tabarnak. J'écoute Thunder in Paradise avec Hulk Hogan. C'est quoi ça déjà? C'est comme ça ressemble à Baywatch un peu dans la proposition, mais c'est Hulk Hogan qui pilote un bateau cigare puis qui va dans des missions là, avec le fils de Jack Lemmon. Oui, c'est vrai. Et le bateau est intelligent comme un code. Exact. J'écoute Martial Law avec Sammo Hung et Arsenio Hall. Wow! Body Cop, c'est Rush Hour avant son temps. Nice. J'écoute X-Men Evolution, le cartoon. J'ai commencé Thin Blue Line, qui est un sitcom britannique avec Monsieur Bean où il joue une police. Ça doit être difficile de ne pas le voir en tant que Monsieur Bean. Oui, mais ça fonctionne. Évidemment, je continue les séries Keb et j'ai commencé Bouscotte. Et tabarnak, ça sera pas facile. Je le reconnais. Ça sera pas facile. Mais là... Non, ça doit pas. Mais là... J'ai des souvenirs diffus, mais ils sont pas faciles non plus. Ah ouais, c'est... Il y avait une fille, quand je travaillais à l'épicerie sur la Rive-Sud, au Provigo, qui avait joué dans Bouscotte.
Quand on a commencé à faire la charcuterie, le monde disait « Hey, t'as la bouscotte. » Je sais pas, j'ai pas écouté ça. On va essayer de la spotter. Ouais. Mais là c'est bien beau. Là, je vous fais une liste des affaires que j'écoute. Mais il y a des affaires qui sortent un peu du lot. Et il y a 2 trucs que je veux surtout vous parler. Dr. Zilo. Non, pas Dr. Zilo. Parce que je parlais de Carl Weathers tantôt. Il a fait une série télé très épisodique, là, une histoire à chaque épisode. Et c'était lui, il jouait un policier. Et il est comme ami avec un plus jeune qui fait des arts martiaux. Ça s'appelle Street Justice. Puis, honnêtement, j'ai du gros fun à l'écouter. Là, c'est un peu rabouté mon affaire parce que j'ai comme une partie d'une saison qui est en français, puis l'autre est en anglais. Fait que là, je commence avec Carl Weathers qui a la voix d'Eddie Murphy, puis après, c'est juste Carl Weathers. C'est le gars qui faisait la voix d'Eddie Murphy qui le traduisait. Oui, exact. Wow. Puis dans la saison 2, sa moustache revient, fait que là, je le reconnais encore plus. Mais tu sais, c'est des histoires clichés qu'il y a dans tous ces genres de séries-là. Ouais, je vois le genre. Il y a un épisode qu'il y a des combats clandestins. Là. Il y a Billy Blanks qui est là-dedans. Fait que ça vient me chercher. Fait que, tu sais, si vous voulez quelque chose d'un peu de cette époque-là, là, genre début 90, un peu facile à écouter. Puis, moi, je les écoute en faisant d'autres choses, mais quand même, je les écoute. Mais si vous voulez mettre ça en background, là, c'est bien le fun aussi. C'est parfait, oui. Fait qu'il y a ça, il y a 2 saisons d'à peu près 22 épisodes chaque. Puis là, je suis presque arrivé à la fin. Puis là, une autre affaire, et là, on s'en vient au Québec. J'avais parlé de cette série-là il y a quelques mois. Parce que j'avais écouté la saison 1, puis j'étais comme, il me semble qu'il y a un potentiel, mais c'est la série Lac Noir, qui est, je crois, sur Illico. C'est quoi ça déjà? C'est une série de loups-garous, en fait. Faite au Québec. Oui. Puis, tu sais, je pense que la saison 1, j'étais un peu déçu que, tu sais, ça aille pas tant que ça dans... Tu sais, c'est comme tous les films de genre québécois, un peu, tu sais, on trempe son pied dedans, là, mais on y va pas full on, tu sais. Mais la saison 2, je veux juste vous dire que j'ai quand même mieux apprécié. Ils ont tout de suite parlé des loups-garous. Il y en a dans la série. On les voit. Il y a, en plus, on retrouve Guy Nadon, qui devient le chef de la société secrète des loups-garous. C'est que je l'aime, Guy Nadon. Ah oui, il est hot. Puis en plus, un des personnages principaux dans la saison 1 et dans la 2, c'est... je me souviens plus de son nom, mais il jouait dans O. Il jouait un de ses fils. Fait que là, moi, je suis comme content. Les deux, ils se retrouvent. C'est lui qui était dans le film de Johan, d'ailleurs. Lesquels son plus récent film? Oui, pas Wake Up, mais... We Are Zombies. Oui, c'est ça. Il joue le nerd avec les lunettes? Non, il joue l'artiste flamboyant, là. Ouais. En tout cas, je pense que c'est Stéphane... ça me gosse de pas le savoir, mais bon. Puis, ce que j'ai aimé aussi, parce qu'on parlait de Howling tantôt, puis de aussi American Werewolf in London, dans ces 2 films-là, il y a 2 bonnes transformations de loup-garou. En loup-garou, il y en a une dans Lac Noir. Elle est bonne. Mais elle est clairement inspirée d'American Werewolf in London parce que c'est un peu les mêmes plans, le même concept, mais ils l'ont fait, puis c'est bien fait. Good. Fait que j'étais comme content. T'sais. C'est le maître de toutes les transformations. Ben, c'est ça. Fait que bravo pour la saison 2. C'est pas... Tu sais, je pense que ça reste encore lent, puis tu sais, à un moment donné, t'as pas l'impression qu'il se passe tant de choses, mais c'est 8 épisodes. Fait que ça s'écoute bien. Quand tu vas taper Twin Peaks, tu vois, le Twin Peaks québécois, Grand Ours. Ah ben, je l'ai fait, tu l'as fait? Oui, j'en ai pas parlé à l'émission. On a-tu parlé à l'émission? Sûrement, mais pas tant. C'était-tu bon, ça, Grand Ours? Saison 1, c'était bon. Saison 2, moins. Le film est vraiment pas bon. Oui, il y a un film, c'est vrai. Ouais. Le film est très... C'est comme s'il y avait aucun budget pour le film. Fait que ben bravo pour ça. Genre, good. Puis aussi, ben j'ai écouté C'est comme ça que j'attends saison 3. Écoute, j'avais oublié qu'il y avait une 2. Pas que j'avais pas aimé la 1, c'est juste... Non, je l'avais adoré. On l'avait écouté quand le monde était en train de s'effondrer. Là. Ouais. On buvait du gin. Ouais. Puis la saison 2, on l'a écouté pendant qu'on pensait que le monde... Ça allait un petit peu mieux, mais finalement, ça s'est effondré encore.
Saison 3... c'est comment? C'est bon. C'est fucking bon? C'est pas... Je pense que c'est pas aussi bon que la 1, mais il y a vraiment des bons moments d'anthologie, là, des bonnes répliques. Est-ce que Guy est dedans, celle-là? Ben ça... Moi, je veux pas spoiler rien, là. Okay. Puis aussi, j'ai commencé aujourd'hui, premier épisode de X13 et la course à l'uranium. Puis c'est intriguant. Je dis pas non. J'aime la proposition. OK. Fait que, voilà. Toi, ça, tu l'as-tu mis sur ton Plex, cette affaire-là? Ou ben là... non. Je les ai écoutés sur Illico. Oui, c'est vrai. Ouais, moi, je fais ça dans les règles de l'art. Oui, bien sûr. Je mets pas ça... En fait, je veux juste te demander, c'était pas parce que je veux savoir si tu l'as mis sur ton Plex, je veux savoir comme... Tu sais comment setuper un Plex, right? Comment quoi? Comment l'arranger? Oui. Faut-tu un gros PC pour ça? Ou, Non. Tu sais, mettons, je voudrais m'acheter un... Mettons, je voudrais setuper un Plex. Oui. Parce que les copies que je fais des films que j'ai achetés. Oui. On s'en parle tantôt, OK? Ouais, ouais, c'était bizarre. Ouais, c'était weird. Même moi, je me suis découragé en cours de route. Vas-y, on a juste besoin d'une bonne connexion. Oui, c'est ça. Le premier épisode est mystérieux avec du montage dedans. Non, il y en a eu. Je me souviens plus ce qu'il avait dit, mais une fois, j'avais censuré Jake parce qu'il avait fait une joke durant un spécial de Noël. Puis dans la version vidéo qui existe encore aujourd'hui, tu vois ma face qui fait comme non, ça passera pas. C'était. Voilà. Mais là, Simon, tu te fais-tu un horaire? Je me fais une playlist pour... Je me fais une playlist, puis j'écoute ça... comment dire? J'écoute ça des fois, tu sais, quand je travaille de la maison, ça s'écoute bien. Puis c'est des affaires que j'ai pas besoin d'être attentif. Tu sais, c'est beaucoup de parlage, puis tout ça. Fait puis tu sais, c'est ça. Je me fais une playlist, genre, si je finis un épisode d'une série, je vais le rajouter à la fin. Tu peux-tu te faire une chaîne virtuelle avec Plex? Ça mettons qu'un horaire. Puis là, mettons, si tu le manques, ben tu le manques. Non, ça serait hot, mais non. Ça serait cool. Je peux gérer mon horaire. C'est bon. Mais vas-y, Laurent. Il se fait des propres pièges. C'est comme, non, c'est barré, je peux plus le Il a oublié son mot de passe. Une fois qu'il a joué. Il faut que j'attende la rediffusion dans 2 ans. Je vais vous parler d'une BD qui est sortie très récemment chez Label 619. On en parle souvent, là. C'était la collection qui était chez Ankama, mais qui a déménagé chez Rue de Sèvres, un autre éditeur, il y a comme 2 ans. Là. Je ne sais pas s'ils se sont fâchés, mais ils sont plus là. Toutes les nouveautés. Ouais, ils sont plus là. Mais ça reste quand même absolument le même esprit et pas mal. C'est le même directeur de collection, je pense. C'est Ron qui fait les Motherfuckers. C'est une nouvelle série, c'est un tome 1. Ça s'appelle, je ne sais pas comment dire, là, Cloved. Comme si c'était COVID, mais avec pas le I, puis avec un L. OK. Ouais. Voilà. Puis c'est ça, c'est un tome 1, le tome 1 s'appelle La Dame de Birka, et c'est vraiment comme un post-apo de pandémie, en fait. Là. On est dedans, là. On a-tu vraiment besoin de ça? Ouais, ben c'est ça. En gros, il y a eu une espèce de grosse brume qui a envahi tout, puis dans lequel sont tapis des genres de créatures maléfiques avec des tentacules puis de la noirceur, mettons. Puis là, on suit les survivants dans cette espèce de post-apo-là qui combattent justement la chute de la société et des monstres à tentacules. Sauf que la twist, là, genre, il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais la twist, c'est que c'est comme dans un monde qui est déjà fantastique à la base. Fait que ce qu'on suit, c'est un elfe noir qui a genre 1000 ans, puis qui a déjà comme traversé plein de fins du monde médiéval, mais que là, il est vraiment dans un monde où il y a nous avec des chars puis des smartphones, mais que ça, c'est tout mort à cause de cette genre de brume-là. Puis là, il rencontre genre des espèces de guerriers paladins puis des centaures, puis que là, ce monde-là essaye de vivre dans des genres de bateaux qui sont sur des rails de train, là. Ça vous dit de quoi le film Mortal Engines, où c'est vraiment passé dans le beurre, là, le truc qui était produit par Peter Jackson, puis que c'est comme coûté 200 millions, mais que personne il est passé dans mon beurre. Il n'a pas réalisé ça aussi?
ou c'était... Je pense qu'il y avait juste produit... C'est des cités qui se battent, là, des cités qui se déplacent. Ouais, c'est ça. Ben, il y a comme un espèce de feeling de tout ça, mais en bon, parce que moi, je l'ai vu le film, puis c'était pas bon. Mais il y a comme un espèce d'esprit de tout ça, là, de genre de grosses communautés qui habitent sur de quoi qui est comme aussi un moyen de transport, mais aussi une grosse ville, puis qu'on essaye d'explorer le monde à la recherche de vestiges et de connaissances qui peuvent continuer à genre nous faire évoluer. Le dessin est super beau, c'est vraiment cool. Il y a comme vraiment un feeling steampunk, là. C'est genre un elfe noir, mais qui ressemble au mariachi de Rodriguez sur un genre de moto steampunk qui tire des missiles. Wow! Je suis comme, ouais, ben c'est ça, je l'ai fait. Je suis comme, tout cette esthétique-là me parle quand même. Il y a même c'est des mots que j'ai aimés. Moi, à date, il n'y a rien que tu dis qui me déplaît. Il y a même, tu sais, tantôt on parlait de Mother of All transformation de loup-garou, puis là, dans celle-là, il y a une Akira Shot de moto qui est comme le Mother of All pose de moto badass. Fait que c'est ça. Attends, l'affaire... Mother of All pose de moto badass. Ouais, okay. J'ai dit ces mots-là. Ouais, je comprends. Mon cerveau a pris un certain moment avant de... oui, c'est ça, j'ai pas de réaction. Tu me montres ton cover band? Ouais, je vais y penser. Ouais. L'affaire qui se passe, c'est que c'est un tomer, mais qui s'inscrit dans une longue série que cet auteur-là a déjà faite, qui s'appelle Freak Squill, que je n'ai jamais lu, mais qui était comme à la base d'une longue série avec plein de spin-offs, qui a l'air de loin d'un truc qui se passe genre dans une école de magie, mais dans un monde un peu plus médiéval, Tolkienesque, Harry Potter, mettons, là. Une série que j'ai jamais lue, mais qui a quand même eu un bon succès. Puis là, ça, c'est comme, finalement, c'est l'elfe noir en question est déjà un personnage d'un des spin-offs de... Puis là, je ne savais pas ça à la lecture, puis ça m'a pas dérangé du tout. T'as pas eu besoin là, genre, non, c'est ça. Là, après, j'étais un peu curieux de savoir comment ça s'inscrit dans un... Ça a l'air d'être une épopée épique avec plein de périodes différentes, mais moi, je suis arrivé juste à lire ça, puis j'ai eu bien du fun, puis ceci se tient complètement tout seul. Là, fait que n'ayez pas peur de cela. Merci, répétons le titre pour les gens à la maison. Cloved. Ouais, je vais l'envoyer à Ben, puis il va l'écrire dans la description de l'émission. Oui, t'es mieux de me l'envoyer, parce que sinon, jamais je vais trouver comment l'écrire, c'est clair. Voilà. Même si tu me le dis là, je vais l'oublier. Merci Laurent. J'ai une petite mise à jour concernant l'état de santé de Jake Lloyd, qui est le jeune acteur qui jouait dans Star Wars épisode 1, qui a joué dans Jingle All the Way, qui a joué aussi dans Madison, et qui a fini par quitter la carrière d'acteur et est un petit peu désillusionné. Il y a des problèmes de santé mentale depuis plusieurs années, c'est connu, là, c'était fait public, mais sa mère a donné une entrevue récemment à Scripps, c'est SCRIPPS News, et a parlé de son fils, comment ça va, comment aussi son état de santé mentale a été exacerbé par la mort de sa jeune sœur en 2018, qui avait seulement 26 ans, qui était proche de Jake Lloyd. Il a été diagnostiqué, il faut dire plusieurs années de ça, comme étant schizophrène. Il avait commencé à entendre des voix à l'université, ce qui a fait qu'il a arrêté d'étudier. Et l'an dernier, il y a eu une crise psychotique. Il était en voiture, il revenait avec sa mère en voiture de McDonald's. Il a complètement arrêté la voiture sur l'autoroute. Donc, en plein milieu d'une rue à 3 voies, d'une autoroute à 3 voies. Et par la suite, il a été arrêté et il est en ce moment dans son 10e mois d'un programme dans un hôpital psychiatrique, un programme qui est censé durer 18 mois. Et selon sa mère, il va beaucoup mieux. Il a commencé à reprendre contact avec plus social avec les autres. Et elle a tenu à souligner, et ça c'est important, que quand elle était jeune, il faut dire que les gens ont beaucoup réagi à Star Wars épisode 1 pour plein de raisons. Ouais. Ça n'a pas affecté sa maladie mentale. Elle l'a un peu... elle l'a un peu shieldé de toute la mauvaise presse qu'il y a eu. Et que c'est génétique, finalement. C'est du côté de son père. Et qui, encore aujourd'hui, Jake Lloyd est un grand fan de Star Wars et trippe quand il y a des nouveaux films, qu'il y a une nouvelle série. À d'ailleurs spécifique, il était très, très fan de Ahsoka, qui est sorti cette année, l'année passée. Et donc, voilà, juste pour vous dire où est-ce qu'il en est. Et prochainement, il va
va être libéré en espérant que ça aille mieux pour lui. Mais ce sera un état de santé avec lequel il y aura toujours à composer parce qu'on ne peut pas guérir de la schizophrénie. On peut juste la gérer. Ouais. C'est quand même assez triste parce que ça lui est arrivé jeune. Et voilà. Fait que voilà pour Jake Lloyd. Je trouve ça quand même important de le souligner. Puis sinon, un autre genre de retour dont je voulais parler, mais dans une autre branche complètement. Neve Campbell qui revient à la franchise Scream d'horreur. La franchise d'horreur Scream. Attends, il était pas... c'est dur à suivre. OK, je vais résumer les faits pour toi. Elle était pas dans le dernier. Elle était pas dans le dernier. Parce que mais là, ils ont sacré tout le monde du prochain, dehors du prochain. J'y vais. On va le laisser faire sa nouvelle. Oui. Ce qui est arrivé, c'est que il y avait une des deux actrices qui était une des deux actrices principales de la série Scream depuis sa refonte avec le Scream 5, qui était Melissa... Attends, juste retrouver son nom, parce que je ne le connais pas par cœur. Melissa Barrera, qui avait été congédiée par Spyglass parce qu'elle avait fait des commentaires concernant le conflit actuel entre la Palestine, l'Israël, puis elle s'était fait tasser. Fait qu'ils l'ont crissé dehors. Et le lendemain, Jenna Ortega, qui son profil est quand même assez haut en ce moment à Hollywood, annoncé qu'à cause d'un conflit d'horaire, puis probablement parce qu'elle n'avait pas assez d'argent, et avec raison, elle a quitté le projet. Donc, le film perdait ses deux grandes stars, et c'était eux autres le cœur de la nouvelle franchise. Là. Les legacy actors n'étaient pas les acteurs principaux, si vous voulez, de la franchise depuis sa refonte. Et pourquoi Neve Campbell n'était pas dans le dernier qui avait été fait, Scream 6? C'est parce qu'on n'y a pas assez offert. Elle a fait une sortie à l'époque dans les médias sociaux en disant « Je pense que j'ai fait assez pour cette franchise-là et ce qu'on m'offre n'est pas adéquat, donc je ne vais pas participer à Scream 6 ». Ce qui a fait maintenant que après le départ des deux actrices, le réalisateur qui avait été lié au projet, Christopher Landon, a quitté lui aussi parce qu'il a dit « je peux pas créer ma vision créative avec cette situation-là, c'est impossible ». Et les gens commençaient à spéculer. Je pense qu'ils vont ramener Neve Campbell. Ils n'ont pas le choix pour essayer de sauver les meubles. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont sauvé les meubles. C'est drôle, ils ont trouvé de l'argent. Hey. Parce qu'elle a spécifié que son offre était très, très respectueuse. Ça avait été fait en bonne et due forme. Donc, elle a partagé une photo de la couverture du scénario de Scream 7 sur les médias sociaux. Fait intéressant. L'histoire, elle est de Guy Busick et de Kevin Williamson qui avait créé la franchise jadis dans les années 90. Mm-hmm. C'est Guy Busick qui signe le scénario. Et c'est Kevin Williamson qui va réaliser le film. Donc, qui passe de scénariste, producteur à réalisateur. Et son autre seul film qu'il a fait jadis, en 96, c'était Teaching Mrs. Tingle. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Teaching Mrs. Tingle? Oui. Pas du tout. C'était-tu avec... Oui, Kelly Holmes. Kelly Holmes. Okay. Ouais, et ça avait que je mélangeais avec Disturbing Behavior. Oui, qui est un autre film un peu dans la même période, mais c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est lui qui va réaliser le film. J'espère qu'il va bien t'entourer. Parce que Teaching Mrs. Tingle, c'était très particulier. C'est son dernier film à date. Faut qu'il y ait un bon scénario. Mais tu sais, bon, c'est un scénariste. Fait que j'ose espérer qu'il va avoir un peu les mains dedans. Là. C'est lui qui a écrit l'histoire. Il n'a pas scénarisé, mais il a écrit l'histoire. Donc, c'est ça pour Scream. Je suis vraiment content. Moi, je suis un grand fan de Scream. Je suis un grand fan de la franchise. Puis, je suis très heureux de revoir Neve Campbell au grand écran dans le rôle de Sidney Prescott. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Est-ce que vous aviez un autre truc ou on a fait le tour? Moi, j'ai fait le tour. Toi, Laurent? Moi, j'ai juste peut-être un petit événement à plugger. Go for it. Si vous voulez mettre ça à votre calendrier, le 3 avril prochain, au bar Tabac sur la rue Villeray, au 1370 Villeray, il y a les éditions Pow qui lancent 2 nouveaux livres. Qui sont 2 livres qui m'excitent quand même. C'est c'est une nouvelle collection de strips, en fait, qui s'en vient chez Pow. Donc, c'est pas un chez ça. Oui, c'est vraiment pas loin de chez vous. Il y a un de ces titres-là qui s'appelle Salade de fruits, c'est de Caton, et l'autre, c'est Passe-temps de Pascal Girard. Je ne sais pas si c'est des gens que vous suivez déjà sur les réseaux sociaux, sur Instagram depuis une couple d'années. C'est des trucs là, qui ont mis en ligne dans les dernières années. Puis je trouve que les deux, autant Caton que Pascal Girard, sont vraiment très, très en forme. Ils font de leur meilleur stock que j'ai lu depuis que je les lis dans les dernières années. Là, je trouve qu'ils font vraiment des bons strips. Fait que je suis quand même vraiment excité que ça soit collecté dans dans des livres. Parce que c'était publié sur Internet avant, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était juste comme... c'est souvent des 4 cases sur Instagram. Là, mettons. C'est un bon format pour ça, mais honnêtement, je trouve qu'ils font vraiment... Le strip, des fois, ça
il y en a... Je trouve que la moyenne au BAT est vraiment solide. Elle est élevée. OK. Rappelle donc la date, s'il te plaît, Laurent, pour les gens. 3 avril prochain, au bar Tabac sur la rue Villeray. Laurent, j'ai un message pour toi. On nous a laissé un message vocal et on m'a spécifié fait que Laurent Boutin soit présent pour l'écouter. Je sais pas c'est quoi. Ben non. J'ai 2 choix. mais c'est la même personne. Ça se peut. Juste avant, spécifique, vous pouvez nous laisser un message vocal si ça vous intéresse. speakpipe.com/mystérieux. Le lien est dans la description de l'épisode. Puis vous pouvez nous poser une question, laisser un commentaire. Soyez pas gênés, c'est super facile d'utiliser SpeakPipe. Et, donc, vous pouvez même vous réécouter avant de l'envoyer pour être certain. Il n'y en a pas de danger. Là. Vous n'allez pas avoir de la cave. On va écouter un message de Étienne. Bonjour. Ceci est un message, oui, pour les mystérieux étonnants, de la part de Étienne Mr. Juice Cormier. Hey, comment allez-vous, les gars? Et peut-être Charlotte, je sais pas si elle est là. Pas là. Moi, ça va bien, en tout cas. Une belle addition à l'équipe. Bravo, Charlotte, et bienvenue dans les Mystérieux Étonnants. Merci. J'ai bien aimé t'entendre parler de Dune, le premier film. Et en parlant de Dune, je suis allé voir Dune 2 au cinéma la semaine passée, vendredi après-midi. C'était en version IMAX, c'était vraiment époustouflant, de bien belles images. J'étais en compagnie de ma blonde et ainsi que du libraire le plus doux du Québec, Monsieur Laurent Boutin, et sa compagne Calem. On a passé un bon moment, mais j'ai quand même cogné des clous, je te dirais. Histoire difficile à suivre. Et je suis peut-être pas fait pour voir des gros films de même en fin d'après-midi. Ouais, bref, après ça, on avait faim puis soif. On est allé se délecter d'une excellente Cerveza Cristal. Ben non, là, c'était pas ça. Il y a pas ça ici. En tout cas. Je pensais que ça allait finir. Hey, salutations, gang. Non, ça va pas finir, là. Tout ce build-up. Pour juste ça. C'était ça? C'était ça. C'était juste pour ça. Juste pour le sport, le trolley. Merci, Étienne. Mais Étienne fait ce message nous confirme quand même que nous ne sommes pas les seuls à avoir le maudit jingle de Cerveza Cristal dans la tête depuis la semaine passée. Oui. Quel verre d'oreille quand même. C'est épouvantable, c'est vraiment une torture. Cerveza Cristal. Cerveza Cristal. Honnêtement, c'est ça que j'entends quand je me réveille la nuit. Oh non! Ouais. T'as-tu vu le mème, c'est l'épisode où Bart il dit « Ah, ben j'ai mal aux os, pourtant je bois toujours du lait de craie. » Puis ils ont remplacé l'étiquette par Cerveza Cristal. Ah non, je l'ai pas vu. Ça. C'est génial, c'est sur le Discord des Mystérieux Étonnants. On va prendre une petite pause, messieurs, mais juste avant, j'invite les gens à donner à notre Patreon pour garder les Mystérieux Étonnants en vie. Vous allez sur mystérieuxétonnants.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez là-dessus. Comme COM. Donc, vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. C'est une plateforme super facile à utiliser. Vous pouvez vous abonner, vous désabonner n'importe quand. Il y a des gens, des fois, qui partent pendant 3 mois puis qui reviennent, puis c'est bien correct. Chaque montant amassé et réinvesti dans les Mystérieux Étonnants. Donc, en échange, on vous offre des goodies, dont Bifurcation, le podcast exclusif des membres Patreon. On est dans notre cycle dédié à Ernest en ce moment. Le dernier film qu'on a fait, c'est Scared Stupid. Ceux qui s'en viennent, je vous le dis tout de suite, la qualité... ça baisse, là. Tabarnak, c'est quelque chose. Mais on est supposé enregistrer des épisodes cette semaine avec Rémi Fréchette. On vous offre aussi à l'avance des nouveaux épisodes de Terre humaine chez Isidore, au moins 2 à l'avance, avant qu'ils tombent sur les différentes plateformes de balado. Votre don fait en sorte aussi qu'on peut garder les lumières allumées chez Noël chez Isidore. Y a-t-il un nouvel épisode qui s'en vient bientôt? On a notre sujet, je sais pas c'est quand qu'on va le faire, mais bientôt. Quand ça sort, c'est le temps comme une belle petite surprise. Ah, nice, un nouvel épisode de Noël chez Isidore. Dark Kaiju éventuellement, quand Jake va revenir de Chicoutimi. Jake m'a demandé le dernier épisode qu'on a tapé il y a un petit bout. Oui. J'ai envoyé, puis là, genre 3-4 semaines après, il me demande « Hey, peux-tu m'envoyer un nouvel épisode? » J'ai dit « Ben, check, 2 messages en haut, il est là. » Puis j'ai toujours pas eu de nouvelles. Il a pas réagi à ça non plus, fait que je sais pas. C'est pas un vieil épisode, il fait juste référence à LimeWire Lite dans l'épisode. Ça dit à peu près quand ça a été enregistré. Donc c'est ça. Si vous voulez nous aider d'autres façons, vous pouvez partager le show, en parler à vos amis, donner un 5 étoiles sur les différentes plateformes qui aident à pousser le podcast dans les algorithmes. En échange,
échange de votre contribution, on vous donne aussi également accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme une plateforme, c'est comme Internet, mais sans trop de cul où les gens partagent des nouvelles. Des fois, des affaires sur Dr. Zilo qui font pas trop réagir. Mais ouais, c'est ça, là. C'est ça. Mais il y a plein d'affaires. Donc, on écoute aussi des films sur cette plateforme-là. On écoute La Lutte le dimanche. C'est toujours super plaisant. Merci d'ailleurs à Gab au passage qui fait tout le temps la programmation du dimanche. On est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. Donc les 300 dernières sont sur le fil RSS, mais le reste, vous allez fouiller dans les 600... à combien, Colin? 800 épisodes, 839 épisodes qui existent. Oui. Ils sont là. Ils sont sur notre site internet. Je sais pas, j'ai aucune idée. J'essaie de calculer genre 100. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup de stock. On est aussi sur les autres plateformes genre de bullshit comme Facebook et tout ça, mais on est surtout sur la Discord. Voilà, on revient dans quelques instants avec... Moi, je vais le dire, j'ai eu du fun. Bon, ben j'ai eu du fun. C'est ça. On va parler de Predator vs. Wolverine dans quelques instants. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée publiée chez Marvel Comics, Predator vs. Wolverine, de Benjamin Percy, accompagné de différents artistes. Et c'est Simon qui va nous la présenter. Parce que c'est d'ailleurs ton choix, c'était ta suggestion. Ben oui. Ben c'est ça, c'est Marvel et 20th Century Studios qui publient ce crossover où Wolverine... se fait pourchasser et chasse un prédateur sur dans différentes périodes de sa vie. Donc, quand il était très jeune, au début du 19e... Non, dans les années 1900. Quand il était un mercenaire avec Sabretooth, Maverick, puis d'autres. Quand il était dans les X-Men, au début, avec Kitty Pryde et Nightcrawler et tout ça. Puis là, c'est ça. Là, c'est comme leur rencontre ultime, lui et le prédateur qui le chasse depuis des années. Des années. Ouais. On apprend finalement que les Predators peuvent vivre très 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 longtemps. Oui. C'est ça. Ouais, puis en parallèle de cette histoire-là, des flashbacks, on a une histoire qui se déroule actuellement. Ouais. Donc la confrontation ultime entre Wolverine et un Predator. Comment c'est quoi déjà le nom? C'est un Yanji, un Yadja, une affaire de même? Il donne un nom, mais je me souviens pas. Des crossovers entre Predator puis d'autres. C'est pas du lore, ça? Ça fait partie, en fait, c'est son officiel. Moi, j'étais comment? Je m'y connais moins en prédateur. J'étais comment? Peut-être que c'est... I guess que c'est quelque chose qu'on sait. C'est quelque chose qu'on sait depuis un bout. Que c'est écrit dans les comics puis dans les livres. C'est ça, le lore prédateur réel, je ne le connais pas. Moi, pas beaucoup. À part deux films que j'ai vus, c'est tout. Ça a été publié pendant très très longtemps du Predator dans Dark Horse Comics. Il y a des omnibus qui existent ou qui existaient. Je sais que Marvel a récupéré les droits, donc ils ont refait leur propre édition qui coûte excessivement cher. On parle d'omnibus géants à 130$ environ. Quoi qu'il en soit, c'est pas nouveau que Predator croise le chemin de super-héros dans la BD américaine. Il l'a fait avec Batman. Très bon crossover d'ailleurs, Predator-Batman, le premier d'une trilogie. J'avais bien aimé dans le temps. Il a rencontré tout le monde, comme Alien a rencontré tout le monde. Mais maintenant que Disney possède 20th Century Studios et que 20th Century Studios possède les droits de Predator et Alien, il y a des comic books qui sont publiés sous la bannière de 20th Century Studios. Et là, on a un crossover en bonne forme avec Marvel parce qu'ils possèdent toute cette affaire. Ouais. Et c'est écrit par Benjamin Percy qui écrit Wolverine. Actuellement, ouais. Donc, c'est un peu... c'est son Wolverine. Ce qu'on essaie de dire aussi, c'est que c'est canon. Moi, je pense que c'est canon. Ah ouais, c'est ça. Moi, je me posais bien des questions là-dessus. C'est canon parce que le bout avec Weapon X, là, c'était... Ouais. Tu sais, quand il va dans le laboratoire où Wolverine est sous sédatif puis qu'il vient de se faire mettre l'adamantium sur son squelette, j'étais comme ok. Puis le masque et l'inspiration du masque que Wolverine portait à l'époque pour contrôler son cerveau. Ouais. Je sais pas, mais si c'est pas canon, ça s'intègre quand même très bien. Ah oui, ben c'est ça. Il essaye. C'est un bel effort. On va faire le tour rapidement, puis on va vous rappeler aussi qu'en dernière partie de l'émission, on spoil. Donc, si vous n'avez pas vu la bande dessinée, faites pause. C'est un 4 numéros, donc il se lit quand même très très vite. On divulgage. On divulgage en sacrement. Fait qu'on va commencer par toi, Laurent. Vas-y donc. Est-ce que tu as aimé Predator versus Wolverine? Oui. C'est le genre d'affaire pour lequel mes attentes sont très peu élevées d'habitude. Parce que, je veux dire...
C'est une gimmick. Facile de faire de la crap avec ça. J'en ai vu des crossovers de même où personne s'est forcé puis sont juste comme on a un concept de crossover, on va le vendre anyway. Mais les crossovers, des fois que c'est bon aussi, surprenant. Oui, mais c'est plus rare. Puis là, on dirait que je veux dire, tout marchait. Là. Je pense pas que c'est une grande BD, mais je pense que c'est ça que ça devrait être, un crossover Predator Wolverine. Je trouve que ça fait bien du sens. Il y a des affaires des fois que, je veux dire, je connais pas tant que ça le lore de Predator, mais mettons Prey, ça m'a gossé parce que je suis comme... C'est supposé être comme à la recherche des guerriers ultimes, là, puis il passe son temps à chasser des petits animaux, ou genre... je sais pas, là, je suis comme, qu'est-ce qu'il fait ce Predator-là? Il est comme loser en esti, c'est peut-être le loser de la gang, justement. Ben, peut-être, mais là, je suis comme, ouais, ça fait du sens de chasser Wolverine, par exemple. C'est quand même un esti de guerrier dans cet univers-là, tu sais, fait que je suis comme ça... Tout ça fait du sens pour moi, puis j'ai beaucoup... Je suis moins familier avec la période Weapon X de Wolverine, puis comment ça affecte sa mémoire, puis ce qu'il connaît de sa vie d'avant, mais je trouve que c'était habilement joué avec le fait que, genre, finalement, il y a eu plein d'épisodes, mais il s'en rappelle pas, genre. Fait que je trouvais ça quand même clever, mais non, j'ai bien embarqué, là, ça se lit bien. Exact. Oui. Simon, toi, j'imagine que tu as aimé ça. Oui, j'ai pas mal aimé ça. Le relire une deuxième fois pour le show, j'étais comme, OK, ouais. J'étais un petit peu moins dedans, dans le sens que, tu sais, je savais ce qui se passait, puis j'étais comme, je voyais un petit peu plus le côté ridicule de la chose, tu sais. Mais c'est bon pareil. Puis, tu sais, voir Predator sur un orc, avec un spear, ça c'était beau. Puis là, quand il se fait pogner par l'ours, il y avait des bonnes splash pages. Puis je pense que en leur lisant aussi, quelque chose que j'aurais aimé, c'est que ça soit le même artiste tout le long. Ouais, moi aussi. Je comprends qu'ils ont séparé ça parce que il y a plusieurs époques, donc un dessinateur par époque, mais en même temps, j'aurais aimé ça que ça soit plus concis dans l'art. L'artiste qui faisait les dessins dans l'histoire principale, celle qui se déroule à notre époque, est probablement le plus fort de la gang. Puis c'est lui que j'aurais aimé voir tout le long. Je peux pas insister assez sur le fait que cette bande dessinée-là est excessivement sanglante. C'est pas fait pour les enfants. Puis, je sais pas si c'est parce que c'est en comique, mais aussi parce que c'est sous 20th Century Studios, puis t'es pas supposé présenter Predator à un enfant de 8 ans, quoi qu'on l'a tous vu, nous autres, qu'on avait pas à cet âge-là. Ils se sont permis des affaires que je vois rarement en comic book américain. Comic book américain dirigé vers les adultes, mais malgré tout, ils se gardent une gêne. Surtout pour le sang, la nudité. Surtout chez les Big Two, là. Surtout sur les Big Two. Mais là, il y a pratiquement pas de retenue. Il y a une passe où Wolverine se fait fondre la face par le Predator qui essaie de récupérer son crâne, et tout ce qui reste, c'est le crâne en adamantium. Puis quand il se reforme, il y a juste un des deux yeux qui se forme avant l'autre. Fait que c'est une partie de crâne recouvert d'adamantium et de chair vive, est un œil. C'est fucking débile, man. Tout le long, j'avais un cheese dans la face comme là. J'ai eu du fun. J'ai vraiment eu du fun. C'est vraiment ça. C'est juste du gros fun blockbuster qui fait aucun sens. Mais ça fait du sens dans le contexte. Mais tu sais, non, c'est bon. Encore une fois, je pense pas que c'est la BD de l'année, comme Laurent l'a dit, mais c'est exactement à quoi je m'attendais. Puis, pour le résultat final, il a mis plus d'efforts qui étaient nécessaires pour vendre ce comic book-là. Et au départ, j'étais même 4 numéros, il va avoir le temps de raconter l'histoire qu'il veut raconter. Amplement, il a fait l'utilisation la mieux répartie, je trouve, d'un 4 numéros que j'ai lu depuis longtemps. No joke. C'est pas facile de rentrer une histoire complète dans un 4 numéros. Puis dans celle-ci, j'ai rien à dire. Son pacing était parfait. Parfait. Puis tu sais, il perd pas... c'est une qualité rendue là dans ce genre de projet-là de pas perdre ton temps en flafla ou en side story diverses. Là. Genre, on est là pour justement voir Wolverine et un Predator se sacrer des taloches. Je veux dire, on a ça en tabarnouche. Là. On était servi. Je suis pas familier... Je connais pas autant Wolverine que Simon, par exemple, parce que t'as les mains dedans, jusqu'au coude en ce moment. Mais je connais des pans de son histoire pour me retrouver, puis je trouvais qu'il y avait des belles... Tu sais, je connaissais pas la période Weapon X de Wolverine. Je connaissais pas la période quand il était dans un commando. Mais par le style des costumes qui faisait très 90s, je comprenais où on était, puis avec le peu de connaissances que j'avais sur le passé de Wolverine, j'ai pas eu du mal à me retrouver. Je trouvais que la BD s'embourbe pas trop dans les détails. Ça va assez vite.
On nous donne juste assez pour nous situer. Puis comme il y a une histoire qui se passe à notre époque en plus, ça nous donne comme l'envie de retourner. J'aimais ça, commencer la BD, puis que le premier chapitre, c'est à propos de comment Wolverine est traqué en ce moment à l'Alaska, puis comment il fait essayer de s'en sortir. Puis là, on retourne dans un flashback. Et quand on retournait dans un flashback, j'étais pas comme je sais qu'il va survivre, fait que l'histoire est plate. On m'en donnait assez en termes d'action pour que je sois hook. Puis ça passait très vite. Je pense que c'est ça, le sujet le permet aussi de pas trop s'étaler en 4 numéros. Je pense que ça aurait été too much d'en donner un 5 ou un 6e. Au niveau des choix éditoriaux qui ont été faits, j'ai absolument rien à dire. Ah, puis tu sais, c'est ça, si tu connais pas tout l'historique de Wolverine, c'est pas grave. Tu catches que c'est juste des flashbacks, tu sais. Mais quand tu les connais, tu fais comme c'est cool parce que je sais exactement c'est quelle période, puis je comprends, tu sais. Fait que c'est pour ça que la passe où il est au X-Mansion, c'était comme dans les débuts quand il était dans les X-Men. Quand il rentrait dans les X-Men jadis. Hein? Quand il rentrait dans les X-Men jadis. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, t'as Katie Pryde avec son premier costume. Puis ben c'est ça, c'est que on dirait que la personnalité fit aussi avec toutes les périodes qu'il y avait, puis dans celle-là surtout, tu sais. Genre, pourquoi je veux pas être ici, moi, je vous mets tout en danger, puis finalement, tu sais, il a besoin d'une famille, parce que c'est Wolverine. Il l'avoue aussi. Ouais, c'est ça. Puis, je trouvais que c'était une belle exploration du personnage, même si c'est dans un truc très gimmicky d'un crossover. De popcorn d'action. Ouais, j'ai été surpris d'aimer la première histoire qui se passe en Alaska quand il était jeune. Puis il venait de perdre sa famille, ses parents quelques années auparavant. Puis c'est un genre de braconnier solitaire. On l'engage de temps en temps pour faire des missions ou guider le monde en forêt. Mais à part les autochtones locaux, il n'y a personne qui fréquente. Il va aller au bar boire, mais il parle à personne. Puis c'est comme, en même temps, cette histoire-là a été racontée 1000 fois. Non, j'étais impliqué. Je m'attendais au double cross à la fin quand le gars qui est engagé, c'était pas pour sauver son fils, mais il y a tellement un payoff, comment ça finit pour ce dude-là, que il y a la belle justice poétique dans cette bande dessinée-là. Quand je dis belle, ça veut dire que c'est très, 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 très sanglant. C'est pas très subtil. Aussi, c'est tellement badass, tu sais, comme... Il n'y a pas juste un ermite dans sa cabane. Il n'y a même pas de cabane. Il habite dans une grotte avec un grizzly, genre. Le grizzly le laisse faire. Ouais, c'est ça. Il est comme, ça, c'est un des miens, genre. Il est même pas territorial. Il est comme, tu sais, quand on dit tantôt, ils n'ont pas peur de montrer du gore ou du sang ou ce genre de choses-là. Il y a la scène où le Predator retrouve Logan Wolverine dans la base secrète de Weapon X, après qu'il s'est fait recouvert d'adamantium. Puis il le voit avec ses senseurs, là, son équipement, qu'il y a quelque chose qui est en dessous. Et là, il l'ouvre. Il coupe une petite tranche de Wolverine, comme on tranche une dinde à Noël. Puis il voit la cage thoracique recouverte d'adamantium. C'est une scène qui est fucking gore. Mais je trouvais ça badass. C'était vraiment badass. Puis tu comprends que pour lui, pour le Predator, Wolverine est l'ultime trophée. Ben oui. À cause de son crâne, à cause de ce qu'il représente. Puis qu'il s'auto... son healing factor. Tu sais, le prédateur, il y en a un, là. L'équipement médical. Puis à chaque fois qu'il le fait, c'est comme... ça lui fait mal. Comme dans les films. C'est une belle utilisation. C'est ça. Je sais pas, moi j'ai ça. Juste le bout où Wolverine, le bout Weapon X, là, où il est accroché après le vaisseau. Il est dans le vaisseau. Il est dans le vaisseau du. Puis là, il réussit à sortir, qui est comme tout nu, mais il y a sa tête, c'est un squelette. Puis qui est dans l'espace, puis qui retombe sur la planète Terre. Ça, puis il pogne en feu. C'est le seul bout que j'ai fait comme ça, je m'en serais passé un petit peu. Mais tu sais. Il rentre dans l'atmosphère. Rendu là. Un cratère, là, tu sais. Ouais, c'est complètement qu'est-ce que ça y prend, tu sais, je veux dire, clairement, il reste plus rien qu'un squelette après ça. Il me semble qu'il y a une histoire de Wolverine où il reste juste une cellule, puis c'est de cette cellule-là qui se régénère. Ça je sais que quand il a explosé, je pense, dans Civil War, à un moment donné, je pense que c'est le gars qui a fait l'explosion, fait exploser Wolverine plus tard dans l'histoire, puis il devient juste un squelette, puis
Je sais pas si c'est la première fois que ça arrivait, mais moi, c'est la première fois que je le lisais. Tu l'as vu, hein? Que même en squelette, il peut se régénérer tant qu'il y a comme quelque chose qui après reste, lui. Là, ouais. Ouais. Ça a l'air, c'est ça que j'aime de Wolverine, c'est que dans tous les cas, c'est pas un processus qui est plaisant. Non. Ça fait mal. Ah oui, c'est ça. Oui, il sent la douleur. Il sent la douleur. C'est Ouais. pas parce qu'il ouvre ses griffes que ça lui fait pas mal. Ses jointures, ça lui fait pas mal. Ouais. Non, est-ce que c'est assez équivalent au niveau du storytelling pour la série de Benjamin Percy ou est-ce que c'est un peu le même niveau d'écriture ou... Ben, tu vois que c'est son Wolverine avec son dialogue intérieur, tu sais, mais c'est peut-être pas aussi poussé. Là, bien sûr, on est plus dans l'action. Ouais, c'est ça. Moi, je recommande. Je sais pas pour vous, Laurent, toi, t'es-tu... Moi, si juste le nom Predator versus Wolverine, vous êtes comme, je recommande. Ben ouais, c'est ça. C'est comme, tu sais, je pense pas que si les deux, tu te dis, wesh, tu vas pas être convaincu. Si tu as un intérêt envers ça, vas-y. Faites-en donc d'autres crossovers comme ça qui sont intéressants. Je sais que j'ai pas relu la série Alien, mais le premier trade était très, très, très décevant. Okay. Je connais pas leurs intentions par rapport à Predator, mais si vous êtes pour comme propulser cette brand-là, assumez complètement le côté là, de violence puis d'extrémité, les extrémités où vous pouvez aller, là, le côté extrême, pardon. Je sais pas si, tu sais, côté Marvel, parce que Wolverine, il fait bien avec de la violence. Ben, il y en a beaucoup dans la BD de Benjamin Percy. Il y a beaucoup de violence. Oui, c'est violent, là, puis il y a du sang, puis... mais tu sais, ça, c'est quelque chose que dans l'univers Marvel, c'est comme, on dirait que Wolverine, c'est correct, mais le reste, c'est comme Fantastic Four versus Predator, je le vois moins, mettons. Disons que si ça arrive, il va y avoir une adaptation. La même chose que s'il combat les Avengers, par exemple. Ça sera pas aussi violent. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis disons, je veux pas prédire le futur, là, parce qu'on le sait pas, mais profitons-en aussi, parce que quand les X-Men seront une franchise cinématographique, pas sûr qu'ils vont pouvoir se permettre ce genre de choses en comic book à cause du lien que les gens font dans le public entre le comic book puis le film. Profitons-en pendant qu'on a un Wolverine excessivement violent. Ouais. Avant de se laisser, on a une grosse date cette semaine. Simon, on n'a pas parlé tantôt en début d'émission, mais le 20 mars. 20 mars. Qu'est-ce qu'il y a le 20 mars, mercredi, cette semaine? La nouvelle saison de X-Men Animated Series, X-Men 97, qui sont sur Disney+. Yes. Vous pouvez être sûr que je vais vous parler de ça. Claire, j'espère que ça... Je pense que ça va être bon. Ouais. Il y a des chances que ça soit bon. Excellent. Si on a fini, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Oh oui. Oui. Okay. Ouais, on dirait que je suis tout le temps surpris, mais c'est laid, un prédateur. Oui, c'est laid. C'est laid. C'est pas supposé être beau. À chaque fois là, qu'il y a un masque en quelque part, je suis comme c'est vrai. Ouf. Mais c'est plus. Il est plus beau, il est plus le fun là qu'il l'a déjà été. Parce que la première version, c'était comme une espèce de menthe religieuse. Hein. Ouais. On a vu des séquences là, c'était laid. C'est Jean-Claude Van Damme. Dans le suit aussi. Hein? Ouais. T'as jamais vu ça? Non. Il y a même une adaptation du scénario de l'époque avec le style de l'époque qui a été adapté par Dark Horse Comics en comic book. Ouais. Mais c'est n'importe quoi, là. C'est laid. Là. Ça fait très, très, très série B. Mais je veux juste parler d'une séquence parce que je me demandais dans la BD comment Wolverine il allait tout cacher à un moment donné que le prédateur il voit du heat signature, l'infrarouge. Puis en fait il fait un fake out où il fait comme il y a un bout de boîte puis il met son œil il a arraché son propre œil pour le mettre là. C'est malade. Fait que là, le prédateur il attaque ça puis le Wolverine arrive en arrière avec un œil en moins puis c'était magnifique. C'est aussi un hommage, j'ai l'impression, au moment dans Predator où dans le film où il est dans la boîte puis il a les yeux ouverts puis non, ça c'est un bon flash. Du coup, je fais comme tabarnak. C'est nice. Hey, merci messieurs, merci d'avoir été là. Faites attention à vous autres, les gens à la maison, puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez jeter un petit coup d'œil au Patreon si vous avez la chance cette semaine. Faites attention à vous. That's it. Bye.